Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, donc conformément aux articles du Code des collectivités territoriales, le Conseil municipal est donc réuni dans ses formes légales et je vais déclarer la séance ouverte. Avant de proposer la désignation d'une secrétaire de séance, ça sera le cas, je dois vous informer que suite au souhait de monsieur Gérard Seller, qui m'a fait part de son souhait pour abandonner ses fonctions de conseiller municipal pour des raisons personnelles, j'ai informé monsieur Philippe Fantesini qui va prendre sa place dans l'ordre du tableau et prend place à nos côtés à ce jour. Donc, autant je souhaite et je remercie monsieur Gérard Seller pour l'investissement dont il a su faire preuve jusqu'à présent à nos côtés. Je ne doute pas que monsieur Fantesini aura lui aussi à accomplir beaucoup de choses avec nous. Et nous devons programmer ensemble un moment de travail et je vous ferai part des délégations que je lui confierai dans le cadre de son mandat de conseiller municipal. Ceci dit, je vais vous demander de désigner une secrétaire de séance et je propose que madame Sianfarani puisse être désignée. Ça retient votre approbation? Très bien. Donc madame Sianfarani, je vais vous proposer de faire l'appel, s'il vous plaît. Monsieur le maire, bonsoir à tous. Martial Alvarez, présent. Frédéric Rougon, présent. Sandrine Luigi, présent. Philippe Kézergue, présent. Cécile Dupont, Ali Abdeslam, Muriel Pérez, procuration absente, procuration à Cécile Dupont, Jean-Paul Gay, absent, procuration à Philippe Kézergue, Najed Pilar sera en retard, procuration à Jérôme Bernard en attendant, Sianfarani Aline, Marie-Françoise Brassini, Laurent Bonfils, procuration à Aline Sianfarani, Maria Dolores Parodi, Jérôme Bernard, Céline Schaffer, Stéphane Navarro, procuration à Frédéric Rougon, Cicétane, procuration à Ali Abdeslam, Sonia Grache, procuration à Marilyn Oxyzoglou, pardon. Non, Sonia Grache est présente. Ah, merci. Ben voilà, c'était marqué, c'est tout. Je continue à lire alors d'un seul élan. Marc Minoretti, Marilyn Oxyzoglou, Joanne Bergenot, Philippe Fantesini, Roland Monturli. Merci. Pierre Sperta, Georgette Taffignon, Jean-Marc Charrier, Anis Tamathiou, Alain Cavassila et Paulette Panichi. Bien, je vous remercie, madame Sianfarani. Donc, avant de procéder à l'adoption du procès-verbal de notre dernier conseil municipal, ainsi qu'à l'ordre du jour des affaires que nous avons à traiter aujourd'hui, je sais, monsieur Charrier, que vos amis sont dans la peine parce que le décès du député maire de Port-de-Bouc, Michel Vaxès, laisse un grand vide dans cette 13e circonscription où il avait agi de manière sans faille, empreinte des valeurs qui lui étaient attribuées et connues de solidarité, d'entraide et d'humanisme. On peut noter que c'est quelqu'un qui aura mené des combats acharnés, souvent en lien avec des choses importantes pour notamment les ouvriers du secteur de Golfe-de-Fosse. Je pense au combat qu'il a su mener à leur côté pour l'amiante et pour tout un tas de choses. Donc nous nous associons bien volontiers à cette tristesse et nous regrettons le grand personnage qu'il a été pour la circonscription des Bouches-du-Rhône, pour sa ville, mais aussi pour le mandat national qu'il a eu à porter. Il y était, bien entendu, hier aussi une journée d'hommage national en deuil aux victimes du terrorisme. Donc, pour tout cela, j'aurais souhaité que nous puissions ensemble respecter un petit moment de recueillement avant de procéder à nos travaux. Bien, je vous remercie, mes chers collègues. Je vais vous demander maintenant de bien vouloir me faire part s'il y a des... Oui, monsieur Charrier, bien sûr. Ah oui. Monsieur Rougon me précise de vous dire que c'est pas fait exprès. Je vous en prie.
Donc, j'en étais à vous demander, mes chers collègues, s'il y avait des choses qui avaient soulevé votre attention sur le procès-verbal de notre précédente séance du 22 juin 2016. Je le soumets donc à votre approbation. Des avis contraires, des abstentions. Il est donc adopté à l'unanimité. Vous avez dû prendre part des décisions que j'ai prises en application de l'article L. 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales et qui vous ont été transmis avec la présente convocation. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur ces décisions? Monsieur Charrier. Oui, une précision, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La décision 104 qui concerne la décision d'annuler la décision de 2009-48 instituant une régie d'avance auprès de la capitainerie du port de plaisance sur la commune. Je voudrais savoir qu'est-ce qui motive cette décision et pour quelles raisons on a décidé d'annuler la régie d'avance auprès de la capitainerie. Ok, très bien. S'agissant d'une décision technique, est-ce que les services ont une... Ok. Donc les services me précisent, c'est parce que les services de la capitainerie nous ont fait part qu'ils n'avaient plus l'utilité de cette régie d'avance et c'est ce qui nous a conduit à la annuler, à la supprimer, à la clôturer, voilà, pour être plus précis. Est-ce que ces éléments d'information, Monsieur Charrier, vous conviennent? Merci. D'autres points sur lesquels on peut apporter des éclaircissements? Non, je suppose qu'il n'y en a pas. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Comme vous avez pu le voir, nous avons mis divers éléments d'information et notamment également une modification d'une délibération sur table pour commencer nos travaux. De vous préciser aussi que bien que des fois je me mette en colère, il est dans ma nature aussi de pouvoir apporter les renseignements précis qui permettent à l'ignorance d'éviter de se transformer par moments en déclarations un petit peu particulièrement désobligeantes. Donc, mes chers collègues, j'ai souhaité, pour parfaire votre information, parce qu'il était important que je puisse dissiper tout malentendu, vous trouvez sur vos documents la liste des présidents et vice-présidents des commissions qui ont été élus le 9 mai pour les commissions qui font fonctionner la métropole au service des élus. En parallèle de cela, vous avez aussi un tableau qui reprend les délégations des membres de l'exécutif qui leur ont été confiées par le président Jean-Claude Gaudin. Et vous vous apercevrez que le choix du président de la métropole avait bien été d'imaginer une métropole partagée auquel tous les maires du département pouvaient s'associer et travailler, et que son souhait le plus cher était que les personnes qui animaient les commissions de travail ne soient pas les personnes en prise avec les délégations les concernant. Hormis l'exception faisant la règle, la commission des finances où le vice-président Roland Blum et le vice-président Jean Montagnac ont été sollicités pour accompagner Gérard Bramoulet d'Aix-en-Provence pour faire fonctionner l'institution. Alors, si je vous précise ces éléments d'information et de réponse, c'est bien d'une part pour vous montrer que cette métropole essaye de se construire malgré toutes les inquiétudes dans le plus grand partage possible des expériences de tous, mais loin de là l'idée, chers élus de l'opposition, puisque vous avez co-signé une tribune que je trouve particulièrement désobligeante à mon égard, qui précise, je vous cite, « Monsieur Alvarez vient d'être élu au bureau de la métropole en charge de l'emploi et de l'insertion sur proposition de Jean-Claude Gaudin et a refusé de présider la commission emploi de cette institution. » Un positionnement tout aussi surprenant qu'incompréhensible pour quelqu'un qui voulait œuvrer au développement de l'emploi sur notre territoire. Fuir les responsabilités n'augure rien de bon pour Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris ou quelle information, ou si vous avez pris le magazine municipal pour un journal à sensation, mais je vous délivre cette information pour que vous soyez rassurés de ma bonne volonté et notamment de mon investissement rigoureux et particulièrement remarqué par les élus du département, parce que vous devez savoir que même si les commissions de travail dans des grandes institutions comme la métropole désignent des membres, au nombre de 20,
et c'est parce qu'on veut associer tout le monde. Il y a 240 conseillers métropolitains, vous savez, 12 commissions multipliées par 20, tout le monde y trouve sa place. Mais c'est pas parce qu'on est dans une commission que forcément on vient régulièrement y faire le travail. Les agendas sont particulièrement chargés, et je sais, Monsieur Charrier, quand vous avez assuré des responsabilités, que vous connaissez cette problématique. Ben, figurez-vous que le maire de Port-Saint-Louis, lui, a fait le choix, même qu'il n'est pas membre de cette commission, d'y siéger régulièrement, et chaque fois que la commission insertion-emploi a été réunie, je m'y suis rendu, tout en assumant ma présence dans la commission des ports, pour laquelle le président m'a demandé aussi de faire partie. Donc, je suis particulièrement étonné que vous ayez tous ensemble co-signé cette tribune qui relève, alors, pour moi, un petit peu de la médisance. Mais, comme je vous l'ai dit lorsqu'on a voté le règlement intérieur, je vous ai accordé encore plus de caractère que ce que vous nous aviez autorisé pour que vous puissiez exprimer votre opinion. Ce n'est sûrement pas pour vous empêcher de dire ce que vous avez à dire, parce que même si je ne le pense pas, quelqu'un l'a dit, je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous puissiez dire tout ce que vous avez à dire, même si c'est parfois quelques bêtises. Ceci dit, à moins qu'il y ait des réactions, je vais donc vous demander de prendre connaissance du rapport sur lequel vous avez trouvé remis sur table une modification par rapport à la délibération qui vous avait été adressée. Alors, il s'agit, mes chers collègues, de l'augmentation du capital de la société publique locale, la SPL, qui porte le projet de pôle nautisme, de la modification des statuts et de la désignation de ses représentants. Alors, je sais que cette volonté de voir cette zone du Mazet se tourner vers l'avenir et voir le développement économique s'y développer en harmonie avec les us et coutumes de chacun, et surtout à l'écoute de nos pêcheurs, conchiliculteurs, de ceux qui ont travaillé dans les filières du nautisme, et d'y mêler aussi toutes les actions et attractivités de loisirs et de tourisme que nous pouvions y développer. Comme vous le savez, nous avons, avec le SAN Ouest-Provence, fait le choix de la mise en place d'une société publique locale pour porter ces aménagements et le développement de cette zone. Bien entendu, au 1er janvier 2016, le SAN ayant disparu, la métropole s'est substituée au droit du SAN et est donc devenue actionnaire de cette SPL en lieu et place du SAN. Et cette délibération, en fait, nous apporte la bonne nouvelle d'une écoute attentive et surtout du souhait d'accompagner le développement de ce projet en dotant d'une participation financière qui n'est pas neutre, puisque ce sont 300 000 € que la métropole souhaite investir dans cette société publique locale afin de porter les premiers investissements nécessaires au développement de celle-ci. Donc, comme vous le voyez et comme vous avez vu dans le cours de cette délibération, il s'agit d'approuver l'augmentation de capital et de prendre note que de cette manière, et comme les statuts et la modification des statuts vous est proposée, modifier le système d'administrateurs qui est désormais fixé à 9, avec 5 représentants pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et 4 représentants pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Il est précisé aussi que nous reconduisons les désignations de M. Rougon, Frédéric, M. Kézergue, Philippe, Mme Piler, Najat, Mme Parodi, Marie-Dolores et Monsieur Martial Alvarez pour représenter la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône au conseil d'administration, et que Monsieur Martial Alvarez est désigné en qualité de représentant permanent de la commune aux assemblées générales ordinaires de la SPL. Donc ça ne change pas. C'était déjà le sens de la délibération que nous avions pris ensemble en fin d'année 2015. Donc, mes chers collègues, vous précisez aussi, faire un petit point d'étape pour vous dire que l'organisation administrative de la SPL se poursuit et que la validation des projets et les premiers investissements vont être soumis à l'arbitrage prochain du prochain conseil d'administration qui sera donc réuni. Et vous précisez aussi que les divers projets d'aménagement tels qu'ils ont été imaginés dans l'étude que nous avons présentée sont en bonne voie, et que cet appui supplémentaire de la métropole, cette oreille attentive, inscrit le territoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais aussi le territoire d'Istres-Ouest-Provence dans une dimension où, sur l'ensemble de la métropole, nous pouvons imaginer être
remarqué, un petit peu comme un fer de lance dans le développement de ces filières. Y a-t-il des interrogations? Monsieur Charrier. Non, pas trop d'interrogations. Je pense que c'est une bonne chose pour notre commune de pouvoir, au travers d'une SPL, maîtriser le développement de nos activités nautisme et de pêche sur le territoire. Et d'ailleurs, ce projet s'inscrit dans la volonté qui était la nôtre de pouvoir assurer sur ce territoire ce développement. Par contre, monsieur le maire, il y a une précision que vous nous devez. Dans la première délibération qui nous a été apportée, c'était monsieur Minoretti qui était inscrit en tant que représentant au sein du conseil d'administration, et monsieur Kayser qui devait être en qualité de représentant permanent de la commune. Apparemment, il y a un changement. Peut-être que vous nous apporterez des précisions, mais très certainement. D'autre part, vous avez évoqué lors du conseil de territoire qui s'est tenu dans cette même salle il y a pratiquement 8 jours, qu'au 1er janvier 2018, le port de plaisance de la ville serait intégré dans la SPL. Et en commission plénière du 15 juin du conseil de territoire également, vous avez présenté le pôle nautisme dans lequel il est indiqué que 6 ports intégreraient la SPL, un public, 5 privés. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les ports concernés? Est-ce que les salariés qui sont aujourd'hui à la capitainerie vont garder leur statut de fonctionnaire ou pas? Qui gérera demain le port Abri-du-Rhône, puisque nous avions une régie unique pour le port Abri-du-Rhône et le port central, et en même temps, que devient le port de pêche du quai de la Suisse, puisqu'il est mentionné nulle part. Ce sont là nos interrogations. Quant à nous, nous nous abstiendrons sur cette délibération, non pas que nous soyons contre cette société, bien au contraire, mais du fait que vous n'avez pas jugé utile que la représentation de l'opposition, qui quand même a eu l'assentiment de plus de 2400 Port-Saint-Louisiens, puisse participer à ce développement de la commune. C'est la raison pour laquelle nous abstiendrons cette délibération. Mais en tous les cas, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les questions que je viens d'évoquer? Merci. Mais bien entendu, monsieur Charrier, mais décidément, on amène des projets que vous auriez souhaité voir se développer. Donc, en effet, une première mouture de la délibération prévoyait d'autres désignations. Vous n'êtes pas sans savoir que hier se déroulait au Conseil de la Métropole la même manière de procéder, c'est-à-dire que le Conseil de la Métropole avait à approuver l'augmentation de capital, la modification des statuts et devait elle-même désigner ses nouveaux membres. On pourrait appeler ça un souci technique ou en tout cas un détail administratif a conduit en fait la métropole à approuver les statuts et à approuver l'augmentation de capital, mais a omis de désigner ses membres. Donc une nouvelle délibération sera enrôlée pour le 12 octobre de cette même année où on reprécisera les attendus de la délibération qui a été adoptée par les conseillers métropolitains et aurait dû être mentionné dans la désignation des membres des conseillers métropolitains représentants de la métropole au sein du conseil d'administration de la SPL, le maire de Port-Saint-Louis étant désigné par la métropole. Donc nous avions à modifier nos désignations ici. Donc nous aurons à le faire plus tard pour pas créer un vide juridique et pour, dans la réalisation de l'Assemblée générale que la société va devoir mener pour pouvoir accepter cette augmentation de capital, mettre cela dans les formes. Donc voilà pourquoi la modification en séance de ces désignations. Donc vous aurez bien noté donc que la confiance va au-delà, puisque la métropole me demande d'être aussi son représentant au sein du conseil d'administration de cette SPL, ce qui assoit encore plus la légitimité de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans son développement, pour ceux qui voulaient faire croire que la métropole allait tout voler aux communes et aux Port-Saint-Louisiens. Et ensuite, il était aussi important de préciser, M. Charrier, que vous avez fait une erreur quand je me suis exprimé au conseil de territoire, ou alors c'est moi qui l'ai faite. Le port de plaisance sera intégré à la gestion de la SPL au 1er janvier 2017, et pas 2018.
Et il est vrai aussi que quand on entend parler sur les éléments de communication, le territoire qui couvre le projet du pôle nautisme englobe 6 ports, où c'est un détail de communication, puisque Port-Saint-Louis-du-Rhône est la ville aux 6 ports, mais que cet outil sera un outil d'accompagnement pour les ports privés. Donc les ports privés n'intègrent pas la SPL, mais sont en plein dans le secteur d'activité de la SPL, et donc trouveront dans l'accompagnement de cette société les moyens justement de faciliter les projets, leurs projets d'agrandissement, et c'est en tout cas notre souhait. Le port Abri du Rhône, lui, vous le voyez bien, il ne fait pas l'objet de la zone qui est retenue par le projet de pôle nautisme. Donc il y a pour l'instant aucune autre possibilité que rien ne change pour le port Abri du Rhône jusqu'à présent, à moins qu'il y ait une volonté que vous connaissiez de la part des usagers là-bas, mais bon, moi, on m'en a pas fait part. Donc, des fois, je vous interroge, parce que vous avez des questions, des fois, qui ne viennent pas non plus du Saint-Esprit. Et en ce qui s'agit du port de pêche, il est entendu que quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avons découvert une institution particulièrement brouillonne, pour garder des mots qui sont peut-être très mesurés et très polis, où je crois qu'on avait donné la fâcheuse habitude aux Port-Saint-Louisiens de pouvoir se permettre de faire tout et n'importe quoi, à occuper le domaine public sans pour autant leur faire des remontrances, à se passer de pouvoir revendiquer la cotisation due à l'occupation du domaine public. Et bon, à notre assentiment, il était de toute évidence urgent de pouvoir remédier à cette situation, de remettre les choses en ordre, en entendant que de nombreuses motivations, de nombreuses personnes à Port-Saint-Louis-du-Rhône ont fait part de leur volonté de se lancer dans les petites activités de pêche, et nous avons croulé sous le nombre de demandes d'occupation de places sur le port de pêche, si bien que le port étant limité, nous sommes confrontés à cette réflexion que nous avons menée de manière libre, quand nous avons projeté notre étude et notre vision de l'aménagement de la zone du Mazet, et que nous n'avons jamais caché qu'à terme, notre vision de l'aménagement de cette zone du Mazet va réserver un secteur privilégié pour les activités liées à la pêche, à la conchiliculture, sur un secteur bien précis de cette zone, qui est donc sur le sud de la zone, là où il y a actuellement les masses conchilicoles, et qu'à terme, c'est bien entendu ici que tout devra se développer, et le boraquet de ce que vous qualifiez de port de pêche, qui est le port de pêche actuel, sera dans l'avenir destiné à l'accueil d'autres types d'activités. Donc, cependant, comme nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs, et parce que nous avons la précaution de toujours pouvoir donner l'initiative à ceux qui veulent s'engager dans une voie professionnelle, de leur donner les moyens, la première commande qui a été faite à la SPL et à son directeur, ça a été de trouver une solution transitoire où nous pourrions aménager et agrandir notre capacité d'accueil sur le port de pêche actuel pour donner satisfaction à ceux qui sont dans l'attente, mais de leur donner satisfaction d'une manière qui est en phase avec leur activité, c'est-à-dire aménager des espaces où ils peuvent travailler correctement et où ils peuvent développer leur activité en réglant leur dû par rapport à l'occupation du domaine public et du service qu'ils demandent à la collectivité, et de cette manière-là répondre dans l'urgence à ce besoin de voir cette filière se développer. Mais, en temps masqué, dans un autre temps, nous travaillons sur l'aménagement du sud de la zone du Mazet pour pouvoir, à terme, délocaliser ces activités là-bas, parce que vous le savez que tout s'inscrit dans un projet global, et que demain, dans le projet global que la SPL mène sur la zone du Mazet, ces activités-là seront à forte attractivité économique, à forte attractivité touristique, que nous avons l'ambition de les doter d'un véritable centre de formation des métiers de la mer, de vraiment développer là-bas une filière où ils pourront voir leur avenir se développer. J'ai pas mal échangé avec eux, vous avez été longtemps conseiller départemental délégué au port, donc je suppose qu'un jour ou l'autre vous me direz que cette idée vous avez trotté dans la tête et que je ne fais que reproduire ce que vous avez imaginé, mais en tout cas voilà le sens du développement de la zone du Mazet tel que nous l'avions imaginé bien avant 2008, puisque si on doit remonter dans l'intériorité de où cette zone, vers où cette zone devait être destinée, je crois qu'il faut aussi ne pas exclure les réflexions qui avaient été menées par la municipalité de M. Kézergue à ce sujet, parce que le projet de pôle nautisme et mer avait trouvé son démarrage dans ces années-là, sans pour autant avoir une concrétisation rapide sous l'exercice de votre mandat. Moi, la seule chose qui me rend heureuse, c'est que nous soyons deux à partager cette certitude que le développement de cette zone s'y prête bien, c'est-à-dire ancrer définitivement les métiers de la pêche,
ancrer et favoriser le développement des métiers du nautisme, trouver une harmonisation pour que les activités de loisirs et de tourisme puissent s'y développer, et puis comme nous avons de la suite dans les idées, et parce que je travaille beaucoup à la métropole, contrairement à ceux que vous vous laissez supposer et penser, je me suis fait le fer de lance de porter enfin ce qui est pour moi une hérésie, c'est-à-dire d'avoir totalement oublié le golfe de Fos dans une harmonisation, dans un schéma, comme on peut le voir depuis la côte est de la France jusqu'en arrivant à Marseille, avec des contrats de baie, des contrats, des multitudes d'activités qui figent. On passe le golfe de Fos, on sait que le contrat de Delta qui va être mené par le parc de Camargue va prendre le relais, et sur le reste de la côte, nous avons des documents qui figent les activités des uns et des autres. Donc ce travail, j'ai souhaité le mener, l'inscrire dans ma volonté de le voir se réaliser, se concrétiser avec les maires des communes littorales concernées. Nous savons que Marseille-Provence Métropole avait, elle, engagé un processus de contrat de baie. Aujourd'hui, la filière, on ne sait pas si on va s'inscrire encore dans un contrat de baie qui sera autonome ou qui sera rattaché à un contrat de golf qui sera autonome ou rattaché à ce contrat de baie. Quoi qu'il en soit, je prends, avec mon équipe, toutes les mesures pour garantir à nos pêcheurs et à nos conchyliculteurs de figer dans l'avenir leur activité dans un monde économique qui est tout le temps flou. Ce n'est jamais une précaution inutile que de figer dans le marbre des us et des coutumes, parce que au rythme où ça va, on risquerait de les voir disparaître. Est-ce que mes explications vous satisfont et est-ce qu'il y a besoin d'autres éclaircissements? Excusez-moi de reprendre la parole, mais sur le statut des salariés du port de Plaisance, vous ne m'avez pas répondu. Alors, on doit remonter avant que je présente la délibération de création de la SPL en 2015 pour vous dire que c'est avant cette séance du conseil municipal que j'ai demandé à la directrice générale des services d'organiser une réunion avec les agents de la capitainerie et au-delà de ça, les agents de la base nautique municipale qui se trouvent aussi sur le secteur de la SPL, en présence de l'organisation syndicale, parce que nous n'avons rien à cacher, pour leur faire part de l'évolution de ce projet et qui allait conduire à un transfert de gestion du port de Plaisance de la base nautique au sein de la société publique locale. Nous avons pris soin de donner à chaque agent les documentations référentes à ce genre de situation pour qu'ils puissent maîtriser le statut de la fonction publique et qu'ils puissent imaginer ce qui va se passer par la suite. Ce que j'ai contractualisé avec eux, parce que je veux être précautionneux dans leur avenir et dans leur statut, c'est d'une part, le message il a été clair, c'est-à-dire que pour tous les agents de la collectivité travaillant à la base nautique ou travaillant à la SPL, à la capitainerie, le transfert de la SPL ne se fera qu'avec leur accord. Ou sinon, je me suis engagé à les intégrer dans les services de la collectivité sur des postes sur lesquels je m'amènerai, je leur ferai des propositions. C'était la base. Deuxièmement, pour ceux qui souhaitent continuer à faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, parce que la capitainerie et le port de Plaisance continuera son activité. Il faudra quand même des marins de port, il faudra quelqu'un qui fasse payer les places des bateaux et qui réfléchisse de comment mener les investissements. Je leur ai proposé dans un premier temps une mise à disposition. C'est-à-dire qu'une mise à disposition, c'est qu'ils restent salariés de la collectivité, ils sont mis à disposition de la société, leur employeur est celui-là qui fait le bulletin de salaire, c'est la collectivité, rien à voir sur leur statut, rien ne change pour eux, et puis je leur laisserai à chaque fois le libre choix de voir dans quelle intégration, poussés ou pas, ils veulent se préciser, en sachant qu'ils ont 3 années pour rester inscrits dans ce cadre de cette mise à disposition. S'ils veulent le statut de la fonction publique, riche statut de la fonction publique qu'il faut s'apprendre à défendre, mais dont il faut noter les nombreux avantages, leur permet aussi de choisir la voie du détachement, qui leur permet, dans des conditions quand même assez rassurantes, de continuer leur aventure dans cette société publique, et puis aller plus loin, si jamais l'aventure leur plaît, si jamais le développement de cette société leur offre des opportunités de carrière qu'ils n'auraient pas pu trouver dans la collectivité, eh bien, ils pourraient être amenés à demander une mise à, c'est pas une mise à disposition, c'est comment ça s'appelle ça? Une mise en disponibilité, merci, une disponibilité pour continuer à vaquer dans leur nouveau métier. À savoir que tous ces dispositifs sur lesquels nous avons débattu
permet quand même à l'agent de réintégrer après la fonction publique, parce que même une mise à disponibilité, il y a 10 ans avant de procéder à des réintégrations. Quoi qu'il en soit, je reprécise les principes de base qui ont guidé notre action. Clarté, consultation des organisations syndicales, information des agents, libre choix d'intégrer ou de ne pas intégrer, et progressivité dans l'intégration avec à chaque moment l'évaluation, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Peut-être que dans l'évolution de la société pourrait peut-être être amenée à expliquer que l'évolution des tâches vont être amenées à être incompatibles avec les volontés des agents. Donc, je reprécise ici que même que la SPL grandisse, demain, nous aurons toujours besoin de marins de port, de quelqu'un qui gère l'accueil à la capitainerie, de quelqu'un qui gère la capitainerie. Ça ne changera pas. Pour parfaire certaines formations, puisque nous en sommes ici, suite à ces échanges-là, je n'ai reçu seulement que 2 courriers d'agents, le courrier d'un marin de port et le courrier d'une agent administrative, qui a émis le souhait de profiter de cette possibilité de mobilité que je leur offrais au sein de la collectivité, plutôt que d'être intégrés dans la SPL. Voilà où nous en sommes. On peut passer la délibération aux voix. Donc, des avis contraires pour cette délibération, des abstentions, donc l'ensemble de l'opposition, et le reste l'approuve. Délibération suivante. Il s'agit d'une contribution au titre de la validation de services à la CNRACL. Donc, on est redevable au titre des cotisations patronales d'une contribution rétroactive de 6 229,72 €, suite à la demande de M. Xavier Bélanger. Donc, je vous demande de bien vouloir prendre en charge cette somme et de l'inscrire au budget. Des avis contraires, des abstentions adoptées à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit de la 51. Elle aussi, c'est une contribution au titre de cette même validation pour M. Frédéric Val pour un montant de 8 953,72 €. Le même vote, elle est approuvée à l'unanimité. Merci beaucoup. Mes chers collègues, l'actualité fait que nous avons à débattre ce soir et à prendre connaissance du rapport de la Chambre régionale et des comptes de la communauté urbaine de Marseille. Ah, celui-là, il était attendu, hein. Donc, lors de sa séance du 9 juillet 2014, la Chambre régionale des comptes a arrêté ses observations provisoires qui ont été transmises au président et ancien ordonnateur de cette institution. Donc, après réponse de tous les tiers pour les parties les concernant, la commune a reçu par courrier en date du 29 juin 2016 ce rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, et conformément à l'article 243.7 du Code des juridictions financières, il convient que je présente ce rapport à l'Assemblée délibérante ainsi que les réponses. Nous avons annexé ce rapport à cette présente délibération, et je dois vous demander de bien vouloir prendre acte de ce présent rapport d'observation, mais je veux bien ouvrir le débat s'il y a des interventions à ce sujet. Monsieur Charrier. Oui, monsieur le maire. Chers collègues, je crois que la lecture des 91 pages de ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la communauté urbaine de Marseille, Provence Métropole, nous conforte dans nos inquiétudes quant à la mise en place de la métropole. Dès 2011, nous avions exprimé notre opposition à cette réforme des collectivités territoriales qui minimise le rôle des élus de proximité que nous sommes et qui fait éloigner les citoyens des lieux de décision qui engagent leur vie au quotidien. Déjà, à cette époque, nous évoquions les coûts importants qui seraient reportés sur l'ensemble des populations. Je tiens à rappeler à notre Assemblée que le premier acte de M. Jean-Claude Gaudin, c'est d'avoir imposé son incinérateur sous les fenêtres des Port-Saint-Louisiens, alors que plus de 90% des Port-Saint-Louisiens avaient exprimé leur refus lors d'un référendum organisé par la municipalité, à l'époque présidée par M. Kézergue. Un incinérateur qui est aujourd'hui pointé dans le rapport de la Chambre régionale des comptes avec un budget dont l'équilibre financier n'est pas assuré. Autant dire que non seulement l'incinérateur est sous nos fenêtres, mais en plus, maintenant, c'est aux habitants de la métropole et donc aux Port-Saint-Louisiens de le financer. Que dire alors des choix de vos amis de la communauté urbaine de Marseille? Je dis bien vos amis. Avec plus de 2 millions d'habitants, la CUM représente 57% de la population de la métropole. Mais avec 1,6 milliard d'euros de dette, la CUM représente 75% de l'endettement de la métropole à ce jour.
la Chambre régionale des comptes invitant même à la réduction considérable des investissements. Quelles conséquences auront donc ces choix pour les Port-Saint-Louisiens? Allons-nous devoir subir les choix de vos amis marseillais, monsieur le maire? Et vraiment, je pense que nous avons eu raison, à notre époque, de nous opposer à la métropole quand il s'agissait pour vous d'un combat d'arrière-garde. Voilà ce que j'avais à dire au nom du groupe sur ce rapport qui est éloquent quant à la gestion qui a été faite des deniers publics par la communauté urbaine de Marseille et de ses élus. Merci Monsieur Charrier. Donc, en effet, moi je ne suis pas là pour assumer la gestion passée de MPM. Et bien entendu, dans vos propos, je note l'amertume avec laquelle vous avez noté que finalement nous avons une oreille et une attention particulière auprès de nos amis marseillais. Comme vous le savez, nous avons été, nous aussi, les premiers à être inquiets de votre position qui était peut-être en 2011 pas assez en phase avec son temps, puisqu'on aurait pu imaginer depuis 2008 que vous ayez pu réfléchir avec vos collègues et amis socialistes à un pôle d'équilibre territorial qui nous aurait peut-être positionné dans un débat plus empreint d'atouts et d'organisation face à cette métropole qui se dessinait. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire et si on retrouve les interventions des conseils municipaux, notamment en 2011, une intervention que j'avais dû faire, vous avez précisé ces propos en vous disant que la délibération de principe que vous preniez contre cette métropole arrivait comme un cheveu sur la soupe quand on avait raté quelques étapes au niveau de l'avancée de ce pôle d'équilibre territorial. Mais mon petit parcours politique me fait penser que de toute façon, il y a beaucoup de combats que nous essayons de mener et qui sont difficiles à mener quand tous les courants politiques qui ont gouverné ce pays ont tendu vers cette organisation métropolitaine face aux enjeux européens. Donc il était difficile à Nicolas Sarkozy comme à François Hollande de leur reprocher qu'ils n'allaient pas au bout de leur idée. De toute façon, les deux gouvernements successifs ont conduit la métropole à leur bout, malgré l'opposition des élus locaux. Et dans ce combat que j'ai volontiers rejoint, dès que j'ai endossé ce rôle de maire, nous y étions aussi avant d'endosser ce rôle de maire, même si avec mon équipe municipale nous avions affiché la couleur, nous avions dit que la métropole allait s'imposer comme une évidence. Donc ce que nous avions à faire, c'était d'obtenir le plus de garanties pour que nos administrés n'aient pas à pâtir de toutes ces inquiétudes qui avaient été soulevées. Toutes ces inquiétudes qui avaient été soulevées. Nous avons pu quand même, au-delà de toute espérance, acquérir des certitudes sur notre capacité à exercer nos droits d'occupation du sol, puisque nous sommes restés maîtres de nos documents d'urbanisme. C'était pas une mince affaire. Nous avons pu être rassurés dans le modèle de désignation des représentations au niveau de la métropole. Nous avons pu être rassurés dans la constitution d'une instance qui permettait, on va dire, à chacun d'être entendu dans le phasage de ce qui va arriver. Alors bien entendu, des inquiétudes, il y en a toujours. Mais bien entendu, quand on construit une telle institution avec toutes les inquiétudes qu'elle a su exprimer, avec toutes les mauvaises volontés aussi qui s'inscrivent, dès qu'on parle le problème des grandes instances, c'est qu'elles s'inscrivent dans des courants politiques. Donc c'est vrai qu'on s'éloigne des réalités du terrain. Bien sûr. Alors chacun va jouer sa carte. On va continuer encore ce combat entre les anti-métropoles et la métropole en disant que c'est pas ce qu'on aurait dû faire. Nous sommes une équipe municipale qui sommes assez pragmatiques. On regarde les choses qui nous sont imposées et on essaye d'obtenir le mieux de ce qui nous est imposé. Bien entendu, nous essayons de faire entendre notre voix sur les inquiétudes qui feraient que la métropole éloigne les communes rurales de la proximité nécessaire pour répondre aux interrogations. Nous le verrons plus tard, Monsieur Charrier. Avant la métropole, j'ai pas eu connaissance de ministres qui venaient nous amener des enveloppes pour nous aider à accompagner le développement des services publics que nous voyons disparaître. Nous avons eu là une oreille attentive. Nous le dirons aussi, on communiquera. Des crédits métropolitains ont été attribués de manière exceptionnelle à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour amener des aménagements et des travaux de voirie. Ça va améliorer le confort des Port-Saint-Louisiens, cela, Monsieur Charrier. Donc on ne peut pas, en permanence, inscrire et afficher les inquiétudes ou agiter les peurs. Vous me le reprochiez quand j'étais dans l'opposition,
d'agiter les peurs. Je sais que c'est le rôle d'une opposition d'agiter ce chiffon-là, mais moi, si j'avais à affronter la construction métropolitaine, et je l'assume clairement maintenant, comme je le dirais et comme je le dis auprès de mes amis marseillais, si j'avais eu à gérer la commune de 2008 à 2014, je me serais pas lancé comme vous dans la construction effrénée de logements sociaux et j'aurais passé du temps à réhabiliter l'ancien. Je pense que nous avons permis de nettoyer une certaine forme d'inquiétude dans la manière d'agir quand nous sommes arrivés aux affaires. Mais revenons à ce qui nous intéresse et à la synthèse de ce qui est dit par ce rapport. Alors, comme tout rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a des recommandations. Nous aurons bientôt, vous et moi le savons, à affronter aussi les recommandations qui vont naître de l'étude de la comptabilité qui a été menée pour une grande partie sous votre rôle d'ordonnateur et une courte partie sous la mienne, et de voir quelles recommandations la Cour des comptes va nous faire. Moi, je dis, heureusement que des institutions prennent le pas et le temps sur des élus pour réorienter les choses. Heureusement. Heureusement aussi que dans ce que vous dites, qui est parfois juste et parfois un petit peu inexact, notamment par rapport à ce qu'il s'agit de l'incinérateur, bien entendu, nous devons garder une grande vigilance quant à la manière dont sera retranscrit l'équilibre financier de la métropole pour pas que les intercommunalités qui ont été fer de croissance, et je dois préciser que nous faisons partie d'un territoire, et je pense que ce soit sous la mandature de Philippe Kayser comme sous la vôtre, on peut quand même s'enorgueillir de ce qui a été mené sous la gouvernance de ce territoire du SAN Ouest-Provence, comme d'ailleurs du pays de Martigues, en matière de nombreux pôles d'excellence. Donc bien sûr, nous aurons aussi à être vigilants que l'équilibre général s'inscrive. Mais, comme le diraient mes amis marseillais, l'État a son rôle à jouer. L'État l'a voulu, la métropole. Nous, on va mener et porter des projets pour offrir ce que notre organisation territoriale n'a pas offert aux administrés. Je ne l'ai pas inventé. Moi, je me suis occupé, pas longtemps, vous me le direz, mais des transports. Alors, on a pu être plutôt pertinent et efficace dans l'espace qui nous était réservé. Mais quelle disposition de transport on a offert à nos administrés? Quelle mobilité pour se rendre facilement à un aéroport? Quelle mobilité pour se rendre facilement à Marseille? Tous ces schémas structurants, faut se l'avouer, c'est un calvaire d'arriver à Marseille. C'est un calvaire pour nous d'arriver à l'aéroport. On est toujours éloigné de tout et surtout mal desservi avec cette zip poumon économique de la métropole, avec un accès et une route départementale qui n'a toujours pas été mise en 2 fois 2 voies. Eh bien moi, Monsieur Charrier, avec mon équipe, on tente le pari d'espérer que cette organisation métropolitaine nous permettra d'avancer sur les dossiers, tout en gardant les inquiétudes sur les soucis de proximité, tout comme nous avons pu l'exprimer au Président dans le cadre du transfert de la compétence voirie et de tout un tas d'autres compétences où on pourrait imaginer que demain le maire il ne serve qu'à faire les mariages ou signer les recueils administratifs. Voilà, nous aussi on est comme vous, on n'est pas fous non plus. Mais en attendant, nous sommes convaincus que s'inscrire d'une autre manière que dans la construction et le positivisme, c'est un combat passé, quoi. Et nous on ne fait pas partie des réacs. Voilà, nous on va vers l'avant. Voilà. On a envie. Voilà, Monsieur Charrier. Madame Taffignon. Oui, je voudrais juste réagir face à votre remarque sur les transports pour vous dire que quand même, vous allez dire que ce qui avait été fait, c'est toujours pas bien, mais bon, on a en 2008. Le plus important était d'abord de faire arriver les ports saint-louisiens sur les communes du SAN Ouest-Provence, parce que lorsqu'on fait partie d'un territoire, moi je me suis dit qu'on devait avoir les mêmes chances de se déplacer sur tout le territoire. Donc en 2008, avant de privilégier les transports vers Marseille, qui ont été développés d'ailleurs grâce à la ligne 2 et les interactions entre les communes, il était très important de faire arriver les ports saint-louisiens déjà jusqu'à Istres, jusqu'à Fos, jusqu'à Miramas, et peut-être après Cornillon, il fallait prendre des relais, à savoir que pour aller sur Istres, qui était quand même la ville essentielle, la ville centre du SAN, il fallait à peu près 2h30 et changer 2 fois. Alors quand même du travail a été fait à ce niveau des transports, déjà au niveau du SAN Ouest-Provence, puisque nous faisions partie de l'intercommunalité. Voilà, après, mais c'est juste parce que moi j'ai pris cette remarque vous avez développé vers Marseille, mais c'est très bien, et ça avait été multiplié, mais il y a quand même des choses qui ont été faites et qui ont permis aux ports saint-louisiens déjà de se déplacer sur le territoire Ouest-Provence avant d'aller vers la ville de Marseille.
Très bien, Madame Tafillon. Ne vous inquiétez pas, vous regarderez bien la vidéo, vous réécouterez bien ce que j'ai dit. J'ai dit que ce qui a été fait par les anciennes municipalités qui ont participé à la construction de ce territoire et ceux qui ont été faits sur ce territoire du SAN ont été des choses bien faites, notamment en matière de transport, mais qui se limitaient à cet espace-là. Je n'ai pas dit que ça a été fait, au contraire, ça a été très bien fait et on a très bien continué. Là-dessus, vous avez mon total assentiment et c'est une réalité que les travaux qui ont été menés dans le cadre du développement du SMECTU et de la desserte de Port-Saint-Louis-du-Rhône, engagés sous votre mandature, c'est grâce à vous, a été une amélioration. Vous avez vu que je sais reconnaître, Monsieur Charrier. Et par la suite, nous avons su, sous votre lancée, continuer l'amélioration de la desserte. Mais, bien entendu, les enjeux nous dépassent. Et aujourd'hui, la mobilité doit s'inscrire pour notre territoire, sur la desserte, pour l'attractivité économique de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que, je le reprécise ici, les bassins ouest sont le poumon économique de la métropole. Il faut rapidement que nous arrivions enfin à avoir une desserte terrestre de qualité. Et je n'exclus pas pour autant le fait que nous travaillons sur la desserte fluviale et ferroviaire, mais que nous ayons aussi une mobilité et imaginer d'autres modes de déplacement vers l'ensemble de cette métropole, casser cette barrière de l'étang de Berre, et je l'ai porté ce projet aux côtés de François Bernardini, maire d'Istres, et de Gaby Charroux, maire de Martigues, en tant que président du SMECTU, pour continuer à travailler sur cette navette maritime de l'étang de Berre, et on doit continuer à travailler en ce sens. Donc c'était l'objet de mon intervention, c'est de dire que nous avons bien souvent travaillé mieux que d'autres, et vous en avez fait partie, et mon inquiétude se porte sur comment nous allons passer le cap suivant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce rapport? Nous avons pris connaissance. Il n'y a pas de vote, bien entendu. Le rapport suivant, le rapport 53, la modification du tableau des effectifs. Et donc le conseil municipal va devoir prendre acte et fixer l'effectif des emplois temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc suite à un reclassement d'un agent reconnu inapte à ses fonctions, il est nécessaire, afin de pouvoir le détacher sur un garde de la filière administrative, de créer le poste correspondant. Et un poste d'agent de maîtrise principale doit être également créé dans le cadre d'un avancement de grade. Donc je vous demande de bien vouloir autoriser la création d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe, d'un poste d'agent de maîtrise principale et d'un poste d'agent de maîtrise, d'approuver le tableau indicatif des emplois en annexe et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Elle est adoptée à l'unanimité? Oui, je vous en remercie. Le rapport suivant, il s'agit, mes chers collègues, d'un cas un petit peu particulier. J'ai été interpellé par un agent de la collectivité qui se sent menacé dans l'exercice de ses fonctions. Et l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 83, qui porte droits et obligations des fonctionnaires, précise que lorsqu'on considère qu'un agent de la collectivité est victime de menaces et qu'à ce titre il a sollicité la protection fonctionnelle, qu'on considère que la collectivité est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants, donc menaces, violences, etc., nous devons mettre en place ce que l'on appelle la protection fonctionnelle. C'est surtout une protection, c'est préventif, c'est au cas où des menaces ou des agissements se transformer concrètement en faits avérés, nous puissions avoir pris toutes les mesures nécessaires pour parfaire la sécurité de nos agents dans ces agissements aussi envers les organismes concernés. Des commentaires, cette délibération, il n'y en a pas. Je suppose unanimité pour cette délibération et je vous en remercie. Monsieur Philippe Kézergue rapportera la 55. Lors de sa séance du 30 juin 2016, le bureau de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé la convention type entre l'intercommunalité et les communes du conseil de territoire de Cornillon, Fos, Grand-Cis, Miramas et Port-Saint-Louis pour la réalisation d'activités de communication et d'organisation d'événements. Dans le cadre de cette convention, la métropole consent à ce que la direction de la communication et le service événementiel, lesquels exercent leurs fonctions au sein du Conseil du territoire Est-Ouest-Provence, réalisent au bénéfice des communes qui le souhaitent des activités en matière de communication et d'événements. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente délibération et les documents s'y rapportant. Bien, mes chers collègues, Monsieur Charrier. Oui, Monsieur le maire, vous venez nous expliquer le rôle important que vous voulez jouer au sein de la métropole pour défendre les intérêts des Port-Saint-Louisiens. Eh bien là, nous avons l'exemple concret de ce que je viens de développer précédemment. Jusqu'à présent, ce type de prestation était porté par le SAN Ouest-Provence,
c'est-à-dire la mise à disposition de matériel de communication, le concept ou la création graphique, les plans de communication, le montage de scènes ou de chapiteaux et d'autres prestations de son et de lumière. Et nous avons eu l'occasion de l'utiliser en tant que commune pour, par un exemple, les mercredis du port, ou encore des associations de porcelaine du Rhône qui faisaient appel au SAN Ouest Provence pour pouvoir présenter leur spectacle de fin d'année. Et toute cette prestation-là était gratuite pour la commune et pour les associations de porcelaine du Rhône. Et là, la métropole, auquel vous participez, décide qu'à partir de maintenant, de par cette convention, toutes ces prestations seront onéreuses pour la commune. C'est-à-dire que ce que nous avions réussi à obtenir du SAN Ouest Provence, de mise à disposition de personnel, de mise à disposition de matériel pour pouvoir organiser un certain nombre d'initiatives à Porcelaine du Rhône, et qui ne coûtait rien au contribuable de Porcelaine du Rhône, va dorénavant coûter au contribuable de Porcelaine du Rhône avec cette convention. C'est l'exemple précis de ce que nous redoutions de la métropole, et je pense que malheureusement, dans d'autres domaines, ce type de convention, vous allez être amenés à nous les présenter. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. D'autres interventions? Il est toujours facile, Monsieur Charrier, quand on ne doit pas faire les additions à la fin, de dire on va raser gratis, on va faire tout ce qu'il est possible de faire. Autant je peux être en accord avec vous sur le fait que oui, c'est peut-être une diminution de service par rapport à ce qui existait par le passé. Autant, Monsieur Charrier, je suis tout à fait honnête avec vous pour vous dire que de cette manière-là, nous recentrerons les moyens des collectivités sur les événements d'intérêt métropolitain ou d'intérêt désignés par le territoire, comme nous aurons à discuter entre nous, ici, au niveau de la commune, des manifestations d'intérêt communal sur lesquelles les moyens de la collectivité seront positionnés. Nous n'avons pas la même approche de faire de la politique. Nous avons souhaité, avec les élus ici présents, avoir une vision de construction et de réalisation d'équipements répondant aux besoins des associations, répondant aux besoins de nos administrés. Et nous allons les faire, nous allons les réaliser. Et bien entendu, pour pouvoir se permettre tout cela, on doit aussi savoir arrêter de faire grimper les enchères, arrêter de pouvoir imaginer que on pourra ad vitam aeternam recruter dans la collectivité pour être capable de faire porter des chaises, des tentes, etc. Donc ça, il faut le cadrer. Donc cette délibération, Monsieur Charrier, elle précise juste une chose, c'est le besoin de recentrer les intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'événements qui seront pris en place et qui seront pris en charge par la métropole sur ces compétences-là, puisque la communication et l'événementiel, pour l'instant, est une compétence orpheline qui reste au territoire. Après, c'est la loi qui précise ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Ça reviendra ou pas vers les communes, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, mais en tout cas, ce qui sera décrit d'intérêt métropolitain pourra bénéficier des installations. Ce qui ne le pourra pas bénéficier fera l'objet par la commune d'une prestation de service qu'elle devra régler auprès du territoire. Allez-y. Vous conviendrez quand même avec moi que le dispositif existait et qu'il était gratuit pour les porcelainiers, pour la commune. Oui. Bien entendu, c'est le SAN qui le prenait en charge, comme il a pris en charge pendant des années l'élimination des déchets, puisque la TOM ne prend en charge que le ramassage des déchets, je pense que chacun le sait ici, et que c'était l'intercommunalité qui prenait en charge l'élimination sur ces deniers propres. Là, nous avions réussi collectivement, l'ensemble des 6 maires de l'intercommunalité d'Ouest-Provence, de mettre à disposition des communes du matériel, des équipes pour pouvoir animer les villes. Et je pense que c'est important. Vous avez continué les mercredis du port qui sont une réussite. Il y a un certain nombre d'associations que je ne citerai pas, mais qui se servaient de ce matériel-là pour pouvoir assumer leur spectacle de fin d'année ou autre. Demain, ce même matériel qui ne coûtait 0 € pour les porcelainiers, la commune devra les payer à la métropole. C'est bien ce qu'il y a écrit dans la délibération. Je sais bien lire, là, je ne me suis pas trompé. C'est pas tout à fait ça, Monsieur Charrier. Je reprécise ici. Non, mais je reprécise ici, Monsieur Charrier, que dans votre analyse, il y a quelque chose que vous excluez. Moi, je dis
que, bien entendu, on peut imaginer qu'on avait une organisation au sein du SAN qui permettait de bénéficier de tout un tas de dispositifs qui vont prendre fin aujourd'hui de fait de l'abandon des compétences. Ça, on ne peut pas y revenir dessus. C'est un problème de compétences que la métropole ne peut pas exécuter. Reviendra à la commune, pour les associations qui faisaient ces demandes auprès du SAN, de voir si elle peut les exercer et s'y substituer à sa place ou pas. Nous n'avons pas eu, pour autant, le transfert financier équivalent à cette possibilité-là. On est d'accord jusqu'à ce présent. Donc ça veut dire que demain, quand les associations vont multiplier leurs demandes, jusqu'à quelle limite on peut aller? Un service ne peut s'offrir, Monsieur Charrier, je ne parle que de l'existant, que de l'existant. Aujourd'hui, quand même, Monsieur Kézergue, si vous permettez, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été organisées sur le territoire de la ville de Port-Saint-Denis-du-Rhône grâce au service du SAN Ouest-Provence. Ça, vous ne pouvez pas le nier, c'est une réalité. Et cela n'a coûté aucun centime d'euro aux contribuables port-saint-louisiens. Là, dans la délibération qui nous est proposée, dans la convention, il est écrit, et je lis pour que tout le monde le sache, la commune remboursera à la métropole le coût du fonctionnement des services. Donc c'est bien nous, Port-Saint-Louisiens, la commune, c'est les Port-Saint-Louisiens qui payeront à la métropole ce qu'hier nous avons gratuitement. C'est tout, c'est ce que je constate. Je ne dis pas qu'il y aura plus d'initiatives, moi au moins. Ça, c'est votre responsabilité, vos choix. Mais en tous les cas, ça coûtera plus cher aux Port-Saint-Louisiens. C'est ce que je lis. Monsieur Charrier a quand même raison dans un sens où il y a quand même une diminution de services. Ça, on ne peut pas non plus l'exclure, mais ça serait totalement faux de croire que tous ces services étaient gratuits, parce que pour signer les bordereaux, nous faisons facturer par le Ouest-Provence les heures supplémentaires effectuées par les agents. C'était pas tout qui était gratuit. Alors après, au niveau du matériel, c'est un problème de compétence, d'exercice de la compétence qui se pose ici. Donc, la seconde phase de ce que je vais vous dire, elle s'inscrit dans quand je vous dis on va plus loin. Cette diminution de services, de toute façon, elle est quand même, conditionnée aussi par la nécessité des arbitrages et des choix sur lesquels nous voulons recentrer la nécessité des investissements. Alors bien entendu, c'est facile de dire, et on ne va pas vous empêcher de le dire, que c'est une diminution de ce que nous avons obtenu et de ce que nous avons. Mais pour autant, tous les maires et les 6 que nous sommes, c'est quelque chose que nous constatons et que nous essayons de défendre et de récupérer d'une autre manière sur ce fait-là. Maintenant, dire que c'est les Port-Saint-Louisiens qui vont payer au travers du fait que la commune, je vous le dis, la commune devra aussi mener une réflexion de recentrer ses intérêts communaux pour pouvoir fournir une intervention de qualité. Mais ça nous appartiendra, ça sera quelque chose que vous ne partagerez pas, c'est couru d'avance, c'est normal, n'importe quelle opposition ne partagerait pas, surtout pas une diminution d'investissement de la collectivité. Monsieur le maire, si vous permettez, le départ n'est pas sur l'organisation des initiatives sur Port-Saint-Denis-du-Rhône. Il appartient au mouvement associatif et à la ville de définir la programmation qu'elle souhaite. Et là, on est d'accord, pas d'accord, mais ça, vous avez la majorité, il n'y a aucun souci. Et là-dessus, c'est votre choix et je le respecte. Ce que je lis dans ce que je voudrais dire à mes collègues élus autour de cette table, je dis pas que vous en avez le choix, peut-être vous l'a-t-on imposé, mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, ce que je lis pour l'avenir, c'est que ce qui hier était gratuit en termes de mise à disposition pour la ville de Port-Saint-Denis-du-Rhône, la commune devra le payer, et donc, quand je dis la commune, c'est le contribuable de Port-Saint-Louis. C'est aussi simple que ça. Vous avez tout à fait raison. C'est la loi qui nous l'impose, parce que c'est un problème de compétence, et je ne m'inscris pas dans la diminution de l'ensemble des services qui pourraient être apportés, parce que, et vous le verrez en parcourant les autres délibérations qui s'ouvrent à nous, nous aurons aussi des compensations. Mais après, c'est dans l'arbitrage de là où nous voudrons mettre les moyens que je vous dis aussi que ça n'exclura pas, et c'est en tout cas le message que je souhaite envoyer aux associations, le fait qu'il va falloir à un moment donné regarder la vérité en face et de se dire aussi que il faut essayer d'optimiser au mieux la capacité à accompagner les associations, et on s'inscrira là-dedans. Bon, j'ai cru noter que cette délibération, de toute façon, vous alliez voter contre, dans la totalité. Le reste est pour. Donc ce rapport est adopté. Madame Luigi pour le rapport 56. Dans le cadre de son projet de territoire, la ville souhaite se doter d'une maison de service au public. Cet espace mutualisé de service au public centralisera en lieu unique différentes permanences destinées à informer et accompagner les usagers dans toutes les démarches de la vie quotidienne, prestations sociales ou d'accès à l'emploi, accès aux droits, mobilité, énergie, prévention santé, accès au numérique, accompagnement à l'entrepreneuriat.
Cela permettra de renforcer l'offre de proximité et de répondre aux besoins de tous les habitants de la commune, compte tenu d'une part de l'éloignement géographique et d'autre part de la précarité qui touche une partie de la population. Ce dispositif, mis en place sous l'égide de l'État, fait l'objet d'une labellisation par le préfet de département dans le cadre d'un arrêté préfectoral. L'obtention de cette labellisation nécessite la signature d'une convention locale de maison de service au public entre la ville et tous les partenaires qui assureront des permanences au sein de cet équipement. La convention vise d'une part à définir les missions de la MSAP et les services qui doivent être rendus à la population. Cette convention permet d'autre part d'organiser les relations entre la ville et les intervenants avec les obligations respectives des différentes parties. Elle pourra éventuellement être complétée par des conventions bilatérales pour détailler le contenu des services proposés. La ville a pour sa part est chargée d'organiser la coopération avec et entre les partenaires et d'assurer la gestion administrative et financière de la maison de service au public. Compte tenu de l'intérêt de réaliser à Port-Saint-Louis-du-Rhône une maison de service au public, la ville souhaite se doter d'une convention locale et engager les démarches nécessaires auprès du préfet pour obtenir sa labellisation. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention locale de la maison de service au public de Port-Saint-Louis-du-Rhône, jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions bilatérales que certains opérateurs de la MSAP souhaiteraient mettre en place. Enfin, de l'autoriser à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents s'y rapportant. Merci Madame Luigi des interventions pour cette délibération. Madame Taffignon. Je vais réitérer ma petite remarque du dernier conseil municipal, à savoir que, bon, moi je trouve ça très bien, hein, tout ce qui est en faveur du public et au service du public, il n'y a pas de souci, notamment juste sur le volet emploi. J'ai posé la question en commission et tous les détails m'ont été très bien donnés par la technicienne. Donc j'ai bien compris que au niveau de l'emploi, c'est un conseiller de Pôle emploi qui va venir former la personne qui assurera l'accueil et cette personne pourra faire quelques démarches, ouvrir des espaces personnels, modifier des CV peut-être et même faire les inscriptions mensuelles. Il n'y a pas de souci, sauf que ce sont quand même des missions qui sont portées par les animatrices d'accueil de la maison de l'emploi. Et mon seul souci, le seul point de vigilance que je vous demande de partager, Monsieur le maire, c'est que ça n'enlève pas du flux à la maison de l'emploi, parce que nous savons tous les deux que le cahier des charges de la maison de l'emploi s'essouffle un petit peu, qu'on essaie de trouver de nouvelles missions pour que cela perdure, qu'un très beau bâtiment va voir le jour sur le port. Et donc, il ne faudrait pas que tout ce qui est par rapport à l'emploi soit éparpillé. Tout ça, justement, toutes ces actions avaient été regroupées pour faciliter le cheminement du demandeur d'emploi. Voilà, c'est juste un point de vigilance. Quant à votre délégation à l'emploi, à l'insertion, l'économie sociale, je crois que je vous avais déjà félicité de cette nomination et sachez que, comme vous l'aviez dit, moi je suis prête à vous rencontrer pour que l'on fasse un point sur l'emploi et l'insertion sur notre commune. D'autres interventions ? Très bien. Donc, pour répondre à l'interrogation d'Anne Taffignon, donc je me suis assuré, moi, de mon côté, que le nécessaire soit fait entre les services de la ville et les services de la maison de l'emploi pour qu'il n'y ait aucune inquiétude sur la bonne cohabitation des deux services qui, en aucune manière, de toute façon, ne souhaitent et ne se feront de l'ombre. Je crois qu'on peut se féliciter, mes chers collègues, de trouver là, alors, dans cette convention, pour la mise en place de cette maison de service au public, conformément aux engagements qui avaient été pris lors de la visite du ministre Bailey. J'ai reçu le 8 septembre un courrier du préfet de région, Stéphane Bouillon, qui me précise que dans le cadre du dossier dont il est chargé sur la gestion d'un fonds exceptionnel de soutien à l'investissement public local, il a été retenu au titre de la seconde enveloppe de ce même crédit un financement de 300 000 € sur ce projet-là. Je crois, et d'ailleurs je l'ai fait remarquer lorsque le Premier ministre et le ministre Bailey est venu à Marseille rencontrer le bureau de la métropole, il était louable que je lui dise que je le remerciais sincèrement, que ces paroles aient été suivies rapidement d'actes et de se féliciter de pouvoir bénéficier
alors que nous étions dans un contexte un peu morose, parce que voilà, après c'est ça la balance, Monsieur Charrier, pour revenir sur cette interrogation de cette métropole. On peut tout le temps tout critiquer, tout contester et tout vouloir. Mais à un moment donné, il faut voir la balance des choses qui se passent. J'ai souvenir de vous, et je vous l'ai dit, et d'ailleurs, pour bien me rafraîchir la mémoire, j'ai sorti mes archives. C'est bien vous qui vous étiez engagé dans votre deuxième engagement, qui était celui du service public, lors de votre campagne en 2008, à négocier avec la commission départementale des services publics et la préfecture de renforcer la présence des services publics à Port-Saint-Louis-du-Rhône et de regrouper l'ensemble de ces services autour d'un nouvel équipement qui était la maison des services au public. Et vous avez même proposé aux Port-Saint-Louisiens un plan projeté de votre magnifique projet sur la place Palaontonacci. Mais la réalité, Monsieur Charrier, c'est que quand nous sommes arrivés, nous, aux affaires, on a dû se frapper quoi? La fermeture de l'antenne locale de la Sécu. Il était où votre renforcement des services de proximité? Donc, accordez-moi le fait que l'organisation territoriale ait le souhait de la métropole de s'installer dans sa diversité, de pouvoir prendre en compte les problématiques, qu'elles soient rurales, urbaines et périurbaines, telles qu'elles ont été traduites, ça a été quand même un atout pour être identifié. On a quand même bénéficié d'une vision particulière face à une difficulté et dans un souhait de faire, on va dire, démarrer cette métropole sous des auspices un petit peu plus, on va dire, enfin, un petit peu moins hostiles. Nous avons quand même pu réaliser, justement, de par notre volonté, de par notre projet que nous portions, parce que moi je ne comprendrai jamais comment, alors que l'espace du citoyen était déjà prédestiné à ce type d'investissement, ne soit jamais venue l'idée de dire au service de l'État que nous avions déjà ici, là, une source de services qui avait été mise à disposition depuis la création du contrat de ville et que nous pouvions imaginer son développement par l'extension de ces locaux. Donc moi, je dois dire, mes chers collègues, que nous ne pouvons que nous féliciter de ce genre de nouvelles, parce que l'acquisition va se faire de manière très prochaine et que la réalisation des travaux aussi, et que nous pourrons de cette manière bénéficier d'un espace dédié aux services publics de qualité. Comme quoi, Monsieur Charrier, vous voyez aussi que cette organisation n'apporte pas que des mauvaises nouvelles et permet aussi à Port-Saint-Louis-du-Rhône de ne pas être que la petite ville au bout du département et permettre ainsi d'être affiché avec toute la puissance et tout le poids aussi de l'ensemble d'un territoire. Donc bien sûr, dans la balance, il y a du pour, il y a du moins. Pour l'instant, on ne peut pas considérer que sur le champ des missions de service public, nous soyons à positionner dans le moins. Et croyez-moi que nous suivrons avec attention aussi les engagements pris dans le cadre de la labellisation de cet espace en maison de service au public pour que les organismes puissent aussi, eux, tenir leurs engagements et assurer leur présence pour offrir aux Port-Saint-Louisiens un espace sur lequel ces services pourront leur être dispensés. Mais je crois que vous allez intervenir. Merci, Monsieur le maire. Je n'avais pas prévu très sincèrement d'intervenir sur cette délibération sur laquelle nous allons nous positionner favorablement d'ailleurs, puisque ce projet nous tient à cœur et vous venez de l'évoquer, nous avions imaginé de pouvoir réaliser ce type d'équipement. Le temps nous en a manqué, voilà, les choses sont claires. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'en 2008, le dispositif tel que vous le présentez aujourd'hui existait. Il y avait un autre gouvernement, il y avait une autre volonté politique, il faut aussi le préciser. Néanmoins, il faut ramener les choses dans sa réalité. Vous dites que la municipalité dirigée par Jean-Marc Charrier s'est fait fi du service public sur cette commune. De vous rappeler que nous avons municipalisé la crèche, le personnel. Il était dans une structure associative, que nous avons municipalisé, donc fait des fonctionnaires, les gens de la base nautique. Nous avons favorisé le service public dans cette commune, avec Madame Taffignon vient d'évoquer la question des transports. La bataille, Monsieur le maire, quand même, c'est regrettable d'annoncer des choses comme ça, la bataille sur la caisse primaire d'assurance maladie, où nous avons manifesté ensemble pour le maintien de cet établissement, et pris une délibération à l'unanimité ici, et vous nous reprochez d'avoir mené cette bataille ensemble. C'est pas juste. Voilà. Je pense très sincèrement, et je le dis, nous allons le voter cette délibération, je pense très sincèrement que le service public aujourd'hui est en danger. Tout le service public.
et que nous aurons besoin dans les années à venir d'être très vigilants sur le maintien du service public, parce qu'un certain nombre de personnes qui s'invitent dans les échéances qui auront lieu l'année prochaine, rassurez-vous, je suis candidat en rien l'année prochaine, surtout pas la présidence de la République. Mais non, mais pour moi c'est certain, je vous rassure. Et un certain nombre, notamment à droite, beaucoup plus qu'à gauche d'ailleurs, disent haut et fort aujourd'hui qu'il faut faire des économies pour rentrer dans les 3% du PIB souhaités par l'Union européenne, et qu'à ce titre-là, il faut supprimer le statut de la fonction publique territoriale. Il faut enlever 1 million de fonctionnaires dans notre pays. On a trop d'infirmières dans nos hôpitaux, on a trop d'enseignants dans nos écoles, on a trop d'agents dans nos collectivités pour assumer le service public pour nos populations? Je ne le pense pas. Et en tous les cas, moi, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on se réjouit que cet équipement soit mis à disposition des Ports Saint-Louisiens. Nous avons travaillé au maintien de la CAF, nous avons travaillé à un certain nombre de maintiens des services publics sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Quand les services, le ministère de l'Intérieur nous a annoncé la fermeture du commissariat de police, nous sommes battus pour avoir en substitution des gendarmes et une gendarmerie, et nous avons pu créer des équipements pour les accueillir. Donc ne dites pas que nous ne sommes pas battus pour le maintien du service public. C'est là l'essence même de l'engagement qui est le nôtre. Donc je pense qu'à un moment donné, que vous justifiez de vos choix, c'est normal, mais arrêtez de tirer sur ambulance, c'est un peu trop facile. Merci, Monsieur Charrier. Bon, je précisais que si dans vos propos vous appelez le fait d'avoir municipalité tout un tas de services qui existaient, je reprécise le discours qui a toujours été le mien. Je suis pour pas plus de services publics, mais pour mieux de services publics. En tout cas, ça n'a pas apporté grand-chose de plus. Merci. Sur ce rapport, j'ai le plaisir d'avoir l'unanimité. Ça nous rapproche, c'est bien. Rapport suivant, Monsieur Abdeslam, le 57. Bonsoir à toutes et à tous. Le projet d'établissement du multi-accueil municipal des Moussaillons a été validé par délibération numéro 2015/068 du Conseil municipal du 1er octobre 2015. Ce projet comporte 3 volets, avec le projet social, le projet éducatif et le règlement du fonctionnement du MAC. Il doit respecter les réglementations en vigueur, notamment celles de la CAF. Suite à de nouvelles prescriptions données par la CAF, il convient de modifier le règlement de fonctionnement du multi-accueil collectif. Les 2 autres documents liés au projet social et au projet éducatif restent valides. Ce règlement précise les modalités de fonctionnement et l'organisation du multi-accueil collectif en définissant des actions à organiser, les responsabilités de chacun, ainsi que les éléments contractuels entre les familles et la ville. Les modifications apportées conformément à la législation en place concernent notamment les points suivants. Dans le cadre de l'accueil occasionnel, il n'y a plus de délai de fréquentation minimum du MAC à l'heure, et la ville a désormais la possibilité de facturer cet accueil à la demi-heure. Conformément à la loi informatique et liberté, il est précisé aux familles que le MAC a la possibilité, pour procéder à leur inscription, de consulter le dossier allocataire sur le réseau informatique de la CAF Pro. Toutefois, elles sont informées qu'elles peuvent s'y opposer en fournissant elles-mêmes toutes ces données. Tout changement de la situation des familles entraînant une modification de tarification donnera lieu à un avenant au contrat d'accueil. La définition de l'accueil d'urgence est précisée avec le tarif appliqué pour cet accueil. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du règlement de fonctionnement du MAC, les Moussaillons, joints en annexe, et d'autoriser monsieur le maire à signer le règlement de fonctionnement du multi-accueil collectif les Moussaillons. Bien, sur cette délibération, des commentaires, des avis contraires, des abstentions, adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, toujours rapporté par monsieur Abdeslam, le 58. Les subventions pour les associations ont été délibérées dans le cadre d'une première programmation à l'occasion du vote du budget primitif 2016. Depuis, plusieurs associations ont nouvellement sollicité la ville pour le versement d'une subvention au titre de l'année 2016 afin de les aider dans les actions qu'elles mènent en direction des habitants. Compte tenu de l'intérêt de développer des projets au profit de la population, la ville souhaite soutenir les associations énumérées ci-après à travers le versement d'une subvention. L'association Défis et Bonbons Musicaux sollicite la ville pour l'octroi d'une subvention afin d'organiser à Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 concerts de musique classique autour de la célèbre violoniste Marie-Annick Nicolas à l'automne 2016. L'accès à la culture pour tous est un enjeu essentiel avec l'importance de favoriser la découverte de certains arts, notamment la musique classique. C'est pourquoi
la ville souhaite soutenir cette nouvelle initiative culturelle par l'octroi d'une subvention. L'association sportive de football de table Port-Saint-Louis a bénéficié en 2016 d'une subvention de 250 € en fonctionnement et de 500 € pour l'organisation du trophée Robert Brest. Depuis, l'association a déposé une demande de financement auprès de la ville afin de pouvoir acquérir un baby-foot et de développer ainsi ses activités sur la commune. La pratique de ce sport mobilisant un public de plus en plus large sur la commune, la ville estime important d'apporter une aide à l'acquisition de cet investissement. La Maison pour tous l'Envolée, créée en 2014, développe des actions de proximité afin de renforcer la cohésion sociale sur la commune. À cet effet, elle met en place des actions à caractère social, éducatif, culturel et sportif en direction des enfants, des jeunes et des familles. Elle joue désormais un rôle essentiel dans l'accueil et la mobilisation des habitants grâce aux partenariats mis en place avec l'ensemble des associations, services municipaux et travailleurs sociaux. Compte tenu de la forte demande reçue des habitants pour participer à des activités proposées par la Maison pour tous, il est nécessaire d'accompagner cette dynamique. La ville souhaite donc apporter un soutien financier au développement des activités de cette structure associative. L'association intercommunale ACAP, Association Culture, Arts Plastiques et Patrimoine, développe des actions culturelles dans le domaine des arts visuels en direction des habitants du conseil du territoire Istres-Ouest-Provence. Les différentes communes de ce territoire ont la volonté de soutenir ces activités, compte tenu de l'importance de promouvoir la culture auprès des Port-Saint-Louisiens et de leur permettre d'accéder à une offre diversifiée d'activités culturelles au travers de sorties, conférences, cours d'histoire de l'art, rendez-vous cinématographiques, ateliers et stages de pratique artistique. La ville souhaite participer au financement des projets de la CAP. L'Association des paralysés de France, reconnue d'utilité publique, sollicite la ville pour l'octroi d'une subvention afin de développer des actions de sensibilisation du public en partenariat avec la ville dans le cadre de la commission extra-municipale sur la santé. Compte tenu de l'importance d'encourager auprès des habitants des actions liées au handicap, la ville souhaite soutenir les projets de cette association. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions de la ville aux associations mentionnées dans le tableau ci-joint, d'approuver l'inscription de cette somme au budget de la commune, articles 65, 74 et 67, 45. Donc les subventions pour la CAP en fonctionnement s'élèvent à 3 670 €. La subvention pour l'association sportive de football de Port-Saint-Louis, de Port-Saint-Louis, une subvention de projet à hauteur de 1 000 €. L'association des paralysés de France, une subvention de projet à hauteur de 300 €. Défis bonbons et musicaux, une subvention de projet à hauteur de 1 000 €. Et enfin, la Maison pour tous l'Envolée, une subvention de projet à hauteur de 20 000 €. Merci sur cette délibération des interventions. Occasion pour moi, à l'occasion de cette subvention votée à l'Association des paralysés de France, d'avoir une pensée émue pour notre collègue Laurent Bonfils, qui lutte lui aussi contre la maladie, et ça me fait l'occasion de lui rendre un hommage. Des avis contraires à cette délibération, des abstentions, adoptées à l'unanimité. La délibération suivante, dans la foulée, M. Abdeslam, la deuxième programmation du contrat de ville intercommunal. La ville de Port-Saint-Louis-Gironne est engagée dans un contrat de ville intercommunal qui a été signé le 23 octobre 2015 pour une durée de 5 ans par une quarantaine de partenaires dont l'État, le Conseil régional PACA, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l'intercommunalité Ouest-Provence. Dans le cadre de l'appel à projet unique lancé à l'échelle intercommunale pour l'année 2016 par la ville, aux côtés du SAN Ouest-Provence, des communes d'Istres et Miramas et de l'État, une première programmation de projet a été mise en place et a fait l'objet d'une validation en comité de pilotage le 21 avril 2016. Pour sa part, la municipalité a contractualisé dans le cadre de cet appel à projet une enveloppe de 130 000 € pour soutenir la mise en œuvre de projets contribuant au développement social et urbain en faveur des habitants des quartiers en difficulté et répondant aux priorités thématiques et transversales définies dans cet appel à projet. Compte tenu des enveloppes restantes disponibles pour la ville, une deuxième programmation a été validée par les partenaires lors du comité technique du 9 septembre 2016. 4 projets d'association ont pu être entérinés en déterminant les engagements financiers pour chacune de ces actions retenues. Ainsi, pour cette deuxième programmation, la ville porte sa participation en faveur des associations à hauteur de 30 220 € qui s'intègrent à l'enveloppe financière contractualisée par la ville dans le cadre du contrat de ville. Il convient d'accompagner ces projets selon les budgets présentés avec les répartitions financières fixées. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de la participation de la ville aux associations mentionnées dans le tableau ci-joint. Alors, une subvention pour l'espace médiation à hauteur de 2 000 €.
au niveau de la participation de la ville. Le CSM Basket, 1 500 €. Le Handball Club Saint-Louisien, à 8 980 €. Pacte 13, 17 740 €, ce qui fait bien un total de 30 220 €. Ces interventions, ces délibérations, il n'y en a pas. Voilà, des actions qui s'inscrivent dans le cadre du contrat de ville. Avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Monsieur Minoretti. Merci, Monsieur le maire. Donc, le président de l'EPCI doit présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. Le territoire Istres-Ouest-Provence, qui a reçu délégation de la métropole pour l'exercice de la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés, propose à la ville d'approuver le rapport d'exercice 2015 présenté par la RICVD, la Régie intercommunale de collecte et de valorisation des déchets. Dans ce rapport sont portés à la connaissance du public les indicateurs techniques et financiers relatifs à ce service. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport présenté et de le mettre à la disposition du public dans les locaux de la direction des services techniques, Villa Pec-Camargue, rue Marcel Baudin. Des interventions? Monsieur Charrier. Oui, monsieur le maire, chers collègues, sur ce rapport, nous nous abstiendrons pour une raison essentielle, c'est que dans la lecture du document présenté, il est noté une augmentation de 9% en 2015 de l'enveloppe de la collecte et qui s'explique entre autres par la hausse du coût du marché de collecte des ordures ménagères sur les communes de Miramas, Grasse et Cornillon-Confou. Bien entendu, vous allez nous dire les Port-Saint-Louisiens sont loin de ces communes. Néanmoins, ces 9% d'augmentation, l'ensemble des habitants de ce territoire en seront concernés. Et je rappelle que sur ce marché-là, il ne s'agit pas de régie, contrairement à ce qui se passe à Istres, à Fos et à Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais bien d'un marché privé avec une entreprise. Et donc, pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Très bien, Monsieur Charrier. J'aurais aimé que vous soyez autant généreux avec nos administrés ce satané jour de 2009 où nous avez mis une claque monumentale sur l'augmentation des taux d'imposition locale. De préciser que, même si je n'ai pas souhaité qu'on puisse avoir des éléments d'information ici, prochainement, mes chers collègues, je demanderai au service, par l'intermédiaire de Marc Minoretti, au service de la métropole, donc de nous faire un retour sur la nouvelle mise en place du tri, puisque nous nous dirigeons finalement vers un beau succès. Donc je félicite Marc Minoretti qui, dans le cadre de sa délégation, et les services ont travaillé de manière très précise avec les administrés pour le positionnement de ces points d'apport volontaires et qu'en tout cas nous avons pu noter une large participation et une quantité des traités déchets qui apparaît intéressante. Pas de vote sur ce rapport. Il faut voter ça ou il ne faut pas voter? On approuve, oui. Donc, soumet à votre approbation, abstention. Il y en a ici. Avis contraire, il n'y en a pas. Le reste l'adopte. Rapport adopté. Je sais que le bureau d'études a dû être patient pour nous faire sa présentation dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols qui va au PLU. Nous avons à débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du PADD. Je vais laisser la parole à mon premier adjoint pour présenter ses travaux et puis peut-être il invitera le bureau d'études à nous faire cette présentation. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails du corps de la délibération puisque ça va nous être exposé et décliné très précisément par le cabinet OGECO et par madame Siemens, que je remercie pour le travail que nous avons mené pour l'élaboration de ce PADD. Cependant, je dois quand même vous préciser que le PADD qui est lié à la grenélisation du PLU, le projet d'aménagement durable de la ville, est un projet politique de la ville. Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et le déplacement, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenu pour l'ensemble de la commune. Il fixe aussi des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'aménagement urbain. Donc il se décline en 5 axes que je ne citerai pas puisqu'on va les voir en détail sur le slide qui va vous être présenté et donc en vertu de l'article 123.9 du Code de l'urbanisme sera appelé après à l'ouverture d'un débat suite à la présentation de l'orientation de ce PADD. Bonsoir.
Donc en fait, dans le cadre de la révision du poste valant plus, le PADD est une pièce maîtresse puisque c'est le projet global d'aménagement et de développement durable du territoire. Donc il fait l'objet d'un débat en conseil municipal. Les axes du PADD qu'on vous présente là sont d'abord de développer l'attractivité de la commune, d'encourager la diversification des activités économiques, d'améliorer le fonctionnement urbain, de préserver et valoriser les espaces naturels et de prendre en compte les risques majeurs et les nuisances. Pour ce qui concerne l'axe 1, développer l'attractivité de la commune, la volonté est de s'inscrire dans une dynamique démographique avec une croissance démographique qui accueillerait sur les 10 prochaines années 500 habitants. Cet objectif de population, qui est autour de 9 000 habitants en 2026, correspond à un taux de croissance de 0,4% par an. Et ensuite, on aura 9 500 habitants prévus à l'horizon du SCOT, soit une production de 1 100 logements supplémentaires sur cette même période. Le SCOT fixe des seuils et des taux de croissance auxquels le territoire est soumis. C'est pour ça qu'on est sur cet objectif de 9 500 habitants à l'horizon SCOT. Développer ces logements supplémentaires, il s'agira de développer une offre de logements diversifiée et adaptée sur le territoire. Alors, il y a un premier sujet qui est la fluidification des parcours résidentiels des habitants. Il s'agit bien là de fixer les familles, puisqu'on a constaté qu'il était difficile de fixer les ménages et les jeunes ménages et les jeunes sur le territoire. Donc, c'est l'un des objectifs majeurs. De rééquilibrer et d'adapter le parc de logements existant, qui est essentiellement collectif et avec une grosse partie de logements sociaux, et de capter les besoins des entreprises proches, sachant que le rééquilibrage du parc de logements existant devrait être accompagné du souci de mise sur le marché de ce parc de logements, puisque les revenus de la population ne sont pas des revenus très élevés actuellement. Ensuite, un deuxième élément, c'est de poursuivre le renouvellement urbain et de renforcer la qualité urbaine. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions qui sont réalisées sur le centre-ville, mais l'un des grands axes du développement du territoire, c'est de finaliser, de continuer l'urbanisation du centre-ville autour du bassin central et de s'inscrire dans l'aménagement urbain du nord du canal Saint-Louis, tel que ça avait été déjà préconisé. Ensuite, engager le renouvellement économique urbain sur la presqu'île du Mazet en reconvertissant les friches industrielles afin d'avoir des réserves foncières qui participent à l'essor économique et à la diversification des activités. Un autre point, c'est d'adapter et de réhabiliter le parc de logements existants qui, comme on l'a présenté dans le cadre du rapport de présentation qui est à votre disposition, on a sur le territoire un parc ancien qu'il s'agit aussi bien dans le tissu ancien de réhabiliter que dans le tissu de logements collectifs et notamment sociaux de réhabiliter. C'est la poursuite de l'OPH, l'opération pour l'amélioration de l'habitat, qui est également à pérenniser. En matière de patrimoine, il s'agit de valoriser le patrimoine naturel, architectural et historique de la commune. Ce sera un zonage adapté, des réglementations spécifiques, le repérage d'éléments de paysage et la prise en compte également de la trame verte et bleue, puisque dans le cadre de l'application du Grenelle et de la loi Allure, un diagnostic environnemental a été fait sur le territoire. Enfin, c'est renforcer l'accessibilité du territoire avec la poursuite du développement des transports collectifs. Il y a une offre de transport en commun existante qu'il s'agit bien de renforcer, d'encourager aussi la modification des comportements afin que les populations s'inscrivent davantage dans ce qu'on appelle les modes actifs, c'est-à-dire les déplacements piétons et vélos, poursuivre l'aménagement, concrètement réaliser le schéma mode doux de déplacement qui a été mis en place sur la commune, moderniser la desserte ferrée, c'est-à-dire agir sur tous les modes de déplacement, mais aussi moderniser et améliorer le réseau routier avec le réaménagement de la RD 268. Ces éléments d'accessibilité et de développement de transport tout mode doivent s'accompagner d'une offre de transport multimodal, d'un développement de cette offre pour les marchandises. Alors là, il s'agit d'agir à la fois sur le transport fluvial. À terme, c'est le raccordement direct, le projet de raccordement direct des bassins ouest du GPMM avec le Rhône, mais ça c'est à long terme. Et enfin, c'est de moderniser la desserte par train de la ZIP en encourageant le report modal sur le fret ferroviaire et en améliorant le système ferroviaire Gravelot 2XL.
Donc c'est un ensemble de mesures qui doivent intervenir en faisceau de façon à permettre une attractivité, une dynamique économique et une dynamique démographique plus importante sur le territoire. Un second axe, c'est la diversification de l'économie. Il s'agit d'une part de conforter l'activité économique historique qui s'inscrit dans une histoire industrielle portuaire, mais aussi en prenant en compte tous les aspects d'interface et de contact direct entre ce secteur de la ZIP et la ville elle-même où vivent les habitants. Mais c'est aussi prendre en compte les activités économiques existantes, que ce soit l'artisanat, le commerce, les activités de service, la pêche, la conchyliculture, etc. Donc, dans cette thématique de secteur industriel ou portuaire, c'est poursuivre les aménagements portuaires, soutenir les projets d'extension des zones d'activité existantes, renouveler l'offre foncière et immobilière pour continuer à accueillir des PME et des PMI. Donc, en fait, c'est prévoir pour la grosse industrie, enfin, disons la grande industrie portuaire et industrielle, mais aussi ne pas perdre de vue qu'il y a un tissu artisanal de services, des PME, des PMI, qu'il faut aussi soutenir. C'est également pour promouvoir la logistique portuaire à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire de développer davantage de complémentarité entre les secteurs économiques, essayer d'accueillir des entreprises à valeur ajoutée à proximité des fonctions économiques motrices et favoriser aussi l'implantation donc de ces entreprises PME, PMI qui sont indépendantes des grands donneurs d'ordre afin de ne pas fragiliser le tissu économique en étant trop lié à aux grands donneurs d'ordre. Un autre axe, c'est le développement économique de la presqu'île du Mazet, c'est la reconversion des friches industrielles pour constituer des réserves foncières et pour participer dès à présent à la diversification des activités. Et enfin, poursuivre le développement des énergies renouvelables avec le parc éolien offshore, de façon à développer une filière complète aussi en matière d'énergie renouvelable. C'est aussi soutenir, il y a les projets photovoltaïques également, et c'est aussi soutenir un pôle industriel intégré dédié aux énergies marines. Pour ce qui concerne les activités liées à la mer, il s'agit bien là on parle bien là des activités de la mer, pêche, conchyliculture et des activités nautiques. Pour le développement des activités nautiques, c'est la création de tout ce qui concerne les places de stockage de bateaux à l'eau et à sec pour la petite et moyenne présence. Et c'est tout ce qui est lié, je veux dire, aux activités nautiques, c'est-à-dire tout ce qui va être service, maintenance des navires. Et pour ce qui concerne le volet valorisation des produits et des activités de la mer, vous avez déjà le diagnostic constaté qu'il y avait une filière pêche, conchyliculture qui existait sur le territoire et qu'il fallait soutenir. C'est le soutien à la création d'un village des métiers de la mer. C'est aussi tout ce qui est aide à l'installation des jeunes pêcheurs et également permettre l'extension des fermes conchylicoles sur le territoire. Pour ce qui concerne le développement de l'activité touristique, donc on a sur le territoire un territoire qui est de grande valeur au niveau environnemental, au niveau patrimonial et au niveau aussi patrimonial industriel, histoire. Il s'agirait de développer plusieurs formes de tourisme, que ce soit du tourisme vert industriel ou du tourisme fluvial. Donc sur ces thématiques-là, l'objectif est de renforcer le tourisme balnéaire, le tourisme vert ou rural, à partir des différents masses si les exploitants le souhaitent. Développer le tourisme fluvial sur le Rhône sans obérer le commerce fluvial, donc il faut qu'il y ait une cohabitation harmonieuse entre les deux. Et c'est aussi également promouvoir tout ce qui va être le tourisme culturel et patrimonial, que ce soit au niveau urbain, au niveau industriel ou au niveau naturel, puisque vous faites partie du parc de Camargue. Le renforcement de l'hébergement touristique est un élément important pour conforter et développer l'activité touristique. S'il s'agit d'agir sur plusieurs champs de développement d'hébergement, c'est-à-dire que c'est soutenir la réouverture du camping, encourager la structuration d'une filière de gîtes ruraux et développer une offre hôtelière en relation avec le tourisme d'affaires et le tourisme tout court.
Et enfin, c'est aussi dans le volet économique un élément important, c'est tout ce qui concerne le maintien et la préservation de l'activité céréalière, rizicole, l'élevage, qui constitue avant tout une composante économique du territoire, même si souvent on considère que c'est uniquement une composante paysagère, sachant que sur le territoire, l'activité agricole et rizicole est aujourd'hui n'est pas, je veux dire, dans un contexte facile. Pour l'axe 3, améliorer le fonctionnement urbain, il s'agit avant tout, quand on dit fonctionnement urbain, c'est aussi le cadre de vie, c'est la qualité urbaine, c'est la protection des ressources naturelles et de la ressource en eau, avec tout ce qui va être les espaces naturels et agricoles à protéger. La promotion des énergies renouvelables, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui va être éolien et solaire. L'amélioration de tout ce qui va être réseau et assainissement, parce que c'est une garantie du fonctionnement urbain et de la qualité du cadre de vie des habitants, avec notamment tout ce qui va être recherche de captage, confortement de la ressource en eau. Mais donc ça, c'est le volet, on va dire, le socle du fonctionnement urbain et de la qualité. Et c'est également faire face à l'évolution des besoins d'équipements et de services pour ce qui concerne les usages, la réaffectation des équipements. Renforcer la couverture du numérique, c'est une obligation que maintenant le Code de l'urbanisme demande, puisque le Code de l'urbanisme demande d'évoquer cette thématique-là comme accès à la communication pour tous les citoyens dans le corps du PADD. C'est également tout ce qui est développement des modes de déplacement et amélioration du maillage urbain en mode actif et qui sera concrétisé par la mise en place d'emplacements réservés, que ce soit des emplacements réservés de voirie, mais aussi de modes actifs de déplacement, piétons et vélos. En matière, pour l'axe 4 qui concerne la préservation et la valorisation des espaces naturels, ce qui est nouveau aujourd'hui dans les PLU, c'est qu'on doit s'inscrire dans une consommation d'espace modérée et lutter contre l'étalement urbain. Donc on a analysé la consommation d'espace sur les 10 dernières années, puisque c'est ce que demande le Code de l'urbanisme. Donc quand on regarde cette consommation d'espace, c'est-à-dire l'évolution entre guillemets de la tâche urbaine, des espaces imperméabilisés, on constate que sur le territoire, on a 35 hectares qui ont été consommés en tout. Il y a 5 hectares qui ont été consommés pour de l'habitat et plus de 30 hectares pour les activités économiques. 5 hectares en habitat, c'est 180 mètres carrés par habitat supplémentaire. 30 hectares, c'est 600 mètres carrés par emploi. Les 30 hectares sont liés à l'activité de la ZIP de Fos, qui est forte consommatrice, puisqu'il y a beaucoup de grandes surfaces, je veux dire, de hangars, d'entrepôts, etc. Donc c'est ce qui explique ce chiffre disproportionné. En fait, les 5 hectares, c'est très peu de consommation d'espace, puisque le SCOT fixe, on est complètement en deçà de l'objectif, enfin de la conformité, on est dans la conformité avec le SCOT, puisque le SCOT fixait un objectif de 7 hectares sur 10 ans, et vous n'en avez consommé que 5. Les petits graphiques que vous avez, en 2015, il y a 80 hectares urbanisés, donc seulement 1% du territoire communal, c'est lié à la configuration du territoire. Les petits graphiques que vous avez ici, c'est la répartition des surfaces autorisées par type d'activité. Et donc, ce qui est indiqué en foncé, c'est tout ce qui est entrepôt. C'est-à-dire il y a plus de 70% du territoire qui est en entrepôt. Et ensuite, la part importante ensuite, c'est tout ce qui est locaux industriels. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était lié, je veux dire, à la ZIP, quoi. Et voilà. Bon, après, il faut faire attention parce que quand les entrepôts consomment beaucoup, enfin les entrepôts et la logistique, c'est fort consommateur d'espace. Mais après, il faut aussi qu'il y ait un nombre d'emplois, un retour en nombre d'emplois. C'est pas forcément l'activité qui rapporte le plus. Mais bon, ceci dit, ça amène quand même de l'emploi. Après, quand le graphique de droite, c'est la répartition des surfaces qui ont été autorisées selon les formes d'habitat. Donc, pour l'habitat, quand on regarde, on s'aperçoit que l'essentiel de l'habitat qui a été consommé ces 10 dernières années, c'est en habitat collectif, 56%. Donc ça montre que vous êtes exemplaire en matière de renouvellement urbain, que vous faites bien du durable. Et après, pour ce qui est individuel groupé, on a ici plus de 25%, et 17%, c'est de l'individuel pur. Donc en fait, on peut dire que le territoire est exemplaire en matière de renouvellement et à consommer sur ces terrains à l'intérieur de son enveloppe urbaine.
Ensuite, il y a un autre aspect, c'est valoriser la richesse écologique du territoire. C'est tout ce qui est la préservation des espaces naturels, des milieux humides, la trame verte et bleue, des entités écologiques remarquables qui ont été listés et diagnostiqués par le bureau d'études Écomen avec qui nous travaillons. Et enfin, c'est maintenir et valoriser la diversité des paysages. Vous avez un territoire qui est riche par ses espaces naturels qui le composent, qui contribuent à sa qualité, à son identité et qui doivent être à ce titre préservés et valorisés. Enfin, un axe qui vous concerne particulièrement, c'est prendre en compte les risques majeurs et les nuisances. En matière de risques naturels, vous êtes, vous devez prendre en compte le risque inondation par débordement du Rhône et submersion marine. Le PPRIN vient d'être approuvé. Prendre en compte le risque séisme, le risque naturel mouvement de terrain et le risque naturel retrait gonflement des argiles. Voilà. Et pour ce qui concerne les risques technologiques, il y a le risque Céveso, qui concerne le risque Céveso, qui concerne essentiellement le nord du canal, puisqu'on a là une directive Céveso liée à des implantations, ils sont sur la ZIP de Fos. Un deuxième, c'est de l'UP, et le troisième, c'est sur les Télines. Le transport de matières dangereuses par canalisation vous concerne également. Et en matière de nuisances, sont à prendre en compte la qualité des sols, la qualité des eaux et la qualité de l'air qui ont été plus détaillées donc, dans le PADD. Enfin, donc ce qu'on vous a proposé, on le voit pas très bien là projeté, c'est en fait chacun de ces axes est repris et territorialisé tel que l'État le demande et le Code de l'urbanisme sur votre territoire. Donc on retrouve là, développer tout ce qui est l'attractivité de la commune, et en fait ça se passe essentiellement sur la zone urbaine, le nord du canal, et sur le sud canal, enfin le nord du canal et le faubourg qui est au sud là, et en fait Faubourg Foch pardon, et en fait en violet vous avez les axes essentiellement d'activité économique. On retrouve la ZIP ici de Fos, on retrouve également ici le sud du canal, sachant que sur je vais mettre un zoom, voilà, sachant que sur le nord canal, l'objectif est de diversifier les activités et l'habitat. Je veux dire, c'est une thématique qui n'est pas seulement habitat. Ici, les petits symboles que vous avez, c'est de traiter l'interface ville-port, puisqu'on est au contact direct, soit d'espaces naturels, soit d'espaces habités. Donc, il faut faire attention aux activités qui occuperont ce secteur-là. Et enfin, les petits symboles, c'est le développement des activités nautiques ou liées à la pêche ou maritime. On retrouve ici le port Napoléon, le secteur qui est juste au nord du Mazet. La préservation du cœur vert sur la presqu'île du Mazet, c'est lié aux inventaires faune-flore qui ont été faits et où il y a des espèces remarquables sur ce secteur-là à préserver. Les petits points rouges que vous retrouvez sur l'ensemble du territoire quasiment, c'est la prise en compte du risque naturel, inondation et submersion marine qui s'impose à tout le territoire. Et enfin, ce qu'on a marqué, ce qui est indiqué ici, ce sont les modes de déplacement doux. Les petits, on est parti donc du schéma mode déplacement doux. Et enfin, les grands symboles que vous avez en vert ici, c'est la résultante des analyses écologiques et environnementales qui indiquent des corridors écologiques, donc c'est le Rhône, et après un certain nombre de transversales qui sera important de prendre en compte dans le cadre du développement des activités. Et ça, c'est le principe de liaison entre la Darse et le canal. Mais voilà, donc en fait, ça résume, si vous voulez, on retrouve sur le territoire les grands axes que je viens de présenter, sachant que chacun de ces axes devra retrouver dans la traduction du zonage, se retrouvera, dans la traduction du zonage. Voilà, je pense que j'ai tout. Très bien, madame, merci pour votre présentation. Donc, mes chers collègues, je souhaite maintenant que nous puissions, et j'ouvre le débat bien volontiers, et je vous invite à
à vous exprimer sur les orientations générales définies par ce projet d'aménagement et de développement durable. C'est le but de cet exercice avant de clore le débat et de vous tenir informé que toutes nos remarques, nos réflexions seront notées sur le procès verbal et ajoutées à ce dossier sur les orientations générales du PADD. Je donne la parole à qui veut bien la prendre, Monsieur Jean-Marc Charrier. Oui, Monsieur le maire, écoutez, très sincèrement, je n'avais pas prévu d'intervenir sur cette présentation, d'autant qu'elle s'inscrit dans l'orientation que nous avions définie pour l'aménagement de la ville. Donc, on retrouve là l'essentiel des thématiques sur lesquelles nous avions travaillé. Un regret, Monsieur le maire, vraiment. Un tel document, une telle présentation remis sur table en séance ne permet pas. Vous souhaitez qu'il y ait débat, mais ne permet pas qu'il y ait débat. Si nous avions eu ce document annexé aux délibérations, nous aurions pu avoir un échange entre nous pour regarder sur quel sujet on pouvait intervenir. Nous n'avons eu que la délibération. Alors, soit vous nous permettez de remettre ce débat de façon à ce qu'on puisse l'analyser, et effectivement, Monsieur le maire, je vous parle là. Voilà. Ah, vous avez deux oreilles, vous êtes fort, vous. Moi aussi, j'en ai deux, mais je reste à tête. Soit honnêtement, on va rester au constat que, effectivement, ce qui est présenté là s'inscrit dans la démarche qui était la nôtre antérieurement. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute de plus? On n'avait pas les éléments. Pardon? Ah, excusez-moi, Monsieur le maire. Non, voilà. Donc, vous demandez à ce qu'il y ait un débat. Et nous sommes tout à fait favorables à débattre, tout autant qu'on ait les éléments. Et non, il ne m'écoute pas. Très bien. Voilà. Donc on va en rester là. On ne peut pas débattre, on n'avait pas les éléments. Donc, je crois savoir quand même qu'en commission, ce document a été étudié. Qui a mené le... Lors de la commission, M. Cavassilas s'était excusé de ne pas pouvoir participer au jour qui avait été fixé. Donc, comme nos calendriers, nous ne sommes pas arrivés à joindre nos calendriers pour en rediscuter après, j'avais chargé les services de répondre à toutes ces interrogations sur les documents qui lui avaient été fournis. Ce qui m'est remonté suite à ces renseignements pris, c'est de savoir si les quartiers anciens et historiques avaient été préservés, dont la réponse vous a été donnée. Soit j'ai zappé quelque chose dans la communication de ces éléments, soit vous n'avez pas concerté. Donc, pour répondre à cette interrogation, donc, Monsieur Charrier, deux choses. La première, dans l'exercice normal du temps qui nous est imparti, enfin, dans un exercice normal où on aurait du temps qui nous est imparti pour travailler de manière opposée, je m'adjoindrai tout à fait à votre remarque. Le souci, c'est que ce document a été établi pour consulter les personnes associées, présenté vendredi dernier, sur lequel on a eu des amendements. Le travail a été amené en commission. Justement, quand nous avons vu que M. Cavassilas ne pouvait pas se joindre à ces travaux, nous avons exigé que les services puissent se mettre à sa disposition pour communiquer tous les éléments, pour pouvoir abonder cette réflexion. C'est parce qu'on est dans un calendrier, et vous le savez, particulièrement restreint, parce que nous devons mener le calendrier de la révision de ce poste, que nous fonctionnons de cette manière-là. Mais bien entendu que si chaque fois que l'occasion m'est offerte de vous communiquer les éléments, nous y convenons bien volontiers. Là, c'est pour ça que j'ai demandé au service d'appeler personnellement M. Cavassilas, car face à son impossibilité d'assister à la commission, de lui donner un temps et mettre les services à disposition pour qu'il puisse s'y rendre et justement poser les questions pertinentes, avoir accès aux documents et s'en faire le relais. Donc ne croyez pas qu'il y a par là le biais de modifier quoi que ce soit dans la vision qui, de toute façon, vous venez de le préciser, s'inscrit de manière à peu près presque égale de notre vision pour ce territoire. Donc je ne voudrais surtout pas que l'on puisse penser ou que l'on puisse imaginer que nous nous inscrivions dans une volonté de transmission tardive ou dans une volonté de masquer les choses. Vous avez été à ma place et vous savez très bien que des fois, dans des axes restreints, nous avons fait au mieux pour donner ces éléments-là. Donc, c'est sur cette question-là, c'est pour ça que ça s'est passé de cette manière ici, et c'est pour ça que j'ai demandé au service d'appeler M. Cavassilas pour donner ces éléments pour qu'on puisse mener ce débat. Monsieur le maire, il n'y a pas de problème sur ce que vous venez d'indiquer, je partage, mais vous comprenez aussi que pour nous, c'est difficile d'engager un débat sans ces éléments. Le document est remarquable et je disais à mes élus qu'effectivement ça correspond à... Mais si on veut enrichir ce débat,
il nous aurait fallu un délai complémentaire. Donc, on prend acte. Merci. Il y aura de toute manière le PLU, il va y avoir un débat public, il va y avoir tout à fait. On aura l'occasion de revenir dans ce débat public pour vous donner notre sentiment plus particulier sur tel ou tel sujet. Mais là, je tiens à préciser à l'Assemblée que dans sa globalité, il s'inscrit dans le projet tel que nous l'avons défini. Très bien. Et la seule remarque que je faisais à l'administration, c'était le fait que lorsque M. Cavassilas a été justement prendre ces informations, qu'on ne lui ait pas précisé justement qu'il devait se faire le relais, mais bon, ça reste votre organisation interne et je m'en excuse si ça peut, de cette manière-là, pas parfaire le débat, mais bien entendu, nous aurons d'autres rendez-vous sur ce document pour partager cette vision. En tout cas, à moins qu'il y ait d'autres interventions, Madame Taffignon, allez-y. Bon, moi, je vais quand même faire une ou deux petites remarques, puisque j'ai écouté attentivement le compte rendu. Donc, alors, on a dit et redit que nous, enfin, c'est ça, si j'ai bien compris, qu'on a créé des nouveaux logements, mais qu'on a laissé l'ancien se détériorer. Non, on a aussi été vigilants quant à ça. On a aussi, comme vous le dites dans votre rapport, essayé d'améliorer le cadre de vie dans la mesure du possible en rencontrant les bailleurs sociaux. Moi, j'ai lu sur certaines pages que, alors, tous nos jeunes partaient. Là, je lis que la production moyenne de 59 logements par an a permis de stabiliser la population. Et je m'en réjouis, parce que on n'a rien fait vraiment pour que les gens partent de Port-Saint-Louis. Alors, améliorer l'existant pour les personnes, pour les Port-Saint-Louisiens, entièrement d'accord. Rendre une ville attractive, entièrement d'accord aussi, parce qu'il faut créer des nouveaux services. Rendre une ville attractive, ça veut dire aussi donner aux personnes l'envie de venir y habiter. Et j'ai lu en début, si je ne me trompe, qu'on prévoit l'arrivée de 500 nouveaux habitants. Et moi, j'aurais la décence de ne faire aucun commentaire sur l'arrivée de cette nouvelle population. Merci Madame Taffignon. Donc en effet, comme vous avez pu le voir, la croissance que nous avons positionnée sur ce document à l'horizon 2026 est de 500 habitants, donc 2026. Quant à votre remarque de la décence de ne pas faire de remarques sur cet accueil de nouveaux habitants, peut-être fait-elle référence à tous ces sujets dans lesquels nous avons débattu, où vous m'auriez prêté comme propos l'idée de faire croire que des hordes de Marseillais allaient envahir les milliers de logements sociaux que vous avez construits. Je pense qu'on va l'inscrire de manière positive. Nous nous inscrivons, nous vous le rappelons, dans une volonté d'offrir pour nos administrés une réponse large en matière d'offres de logement. Je suis convaincu que vous conviendrez comme moi que les objectifs en termes de production de certains types de logements ayant été largement atteints, ce schéma dans lequel nous inscrivons permet aussi d'imaginer d'autres offres de logement. Je retiens, bien entendu, et vous avez raison, de défendre le bilan qui a été le vôtre, mais qui vous a conduit à vous retrouver aujourd'hui dans l'opposition, et que nous allons poursuivre dans la vision qui est la nôtre, l'attractivité de notre ville avec des services, une amélioration et un accompagnement tout spécifiquement envers les commerces pour offrir une attractivité, pour offrir aussi cette vie locale qui fait la richesse des territoires, et que d'essence ou pas d'essence, nous affichons, mais tout à fait de manière sereine dans la poursuite de nos engagements. Je n'ai jamais dit, Monsieur le maire, que c'est vous qui avez tenu de tels propos. Je vous rejoins sur le fait que, quelquefois, la bêtise et la méchanceté de certaines rumeurs font qu'il circule des bruits qui ne sont pas très agréables à entendre. Tout à fait. En tout cas, moi, je ne signe pas personnellement des rubriques qui agitent, on va dire, involontairement des suppositions ou des ragots. Juste une réaction. Je voudrais répondre à Mme Taffignon. J'aurais tendance à dire comme les mensonges qui sont marqués sur la tribune de l'opposition que vous avez signée. Bien.
Est-ce que d'autres interventions? On peut considérer que le débat est clos, que cet échange a pu être noté par les rapports et pour ses services. Et nous allons demander à M. Philippe Kézergue de nous faire écho du rapport suivant. Et avant, M. Kézergue, je remercie le bureau d'études de nous avoir accompagnés dans cette présentation. Merci, madame. Rapport 62, M. Kézergue. Oui, le budget primitif étant prévisionnel, il convient de le réajuster en cours d'exercice budgétaire. Une décision modificative est nécessaire pour prendre en compte l'apparition de besoins imprévus ou l'annulation et le report d'opérations ponctuelles, tant en fonctionnement qu'en investissement. Les mouvements sont décrits dans le tableau-ci annexé. Cette décision modificative concernant la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 333 639,09 €. Elle concerne aussi la section d'investissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 980 326,70 €. Il est proposé au Conseil municipal de voter la décision modificative numéro 2 du budget principal si annexé. Très bien, des interventions vues en commission. Avis contraire, abstention. Le reste pour. Adopté. Rapport suivant, la modification de l'affectation du résultat. Monsieur Kézergue, toujours. C'est son corollaire. Lors de la séance du conseil municipal du 12 avril dernier, il vous a été présenté la délibération d'affectation des résultats 2015 du budget principal. Les services de la préfecture nous ont alertés sur l'omission des restes à réaliser de la section d'investissement. Il convient donc de reprendre l'affectation du résultat selon le tableau ci-joint. Et donc, l'excédent nouveau reporté s'élève à plus 2 347 439,13 €. Et il est donc proposé au Conseil municipal de voter la modification de l'affectation du résultat du budget principal. Cela a été vu en commission, M. Kézergue. Des observations, des avis contraires, des abstentions, toujours le groupe et le reste qui est pour. Rapport adopté, la dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants. Donc, en effet, dans le cadre de la gestion financière de la collectivité, nous avons pu, lors des différentes audits, vérifier que toutes les mesures comptables nécessaires n'avaient pas été ou n'avaient pas l'habitude d'être prises. Et en tout cas, cette dotation en provision pour dépréciation des actifs circulants permet d'apprécier au plus juste les actifs de la collectivité. Donc, je vous propose de prendre une provision de montant de 68 000 € pour l'exercice 2016, qui se réfère à la constitution d'une provision annuelle qui correspond à 5% des restes à recouvrer, et que c'est pour l'exercice 2016, elles seront inscrits à l'article 68-17 en dépenses de fonctionnement, une mesure supplémentaire pour parfaire la gestion de notre collectivité. Des observations, des avis contraires, des abstentions? Vous vous abstenez? Bizarre pour un processus comptable qui vise à rendre, on va dire, tout à fait lisible l'actif circulant de la collectivité. Le reste est pour. Rapport adopté pour l'indemnité de conseil versée au trésorier principal. Donc, Madame Pujol, donc je vous demande le concours du trésorier municipal pour assurer les prestations de ce conseil, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an pour la durée de ce mandat, et que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 précité et soit attribuée à Madame Pujol Sylvie, trésorière municipale. Avis contraire, abstention, unanimité. Nous vous en remercions. Monsieur Philippe Kézergue pour le rapport 66. Concerne la garantie d'emprunt pour la société Ouest Provence Habitat pour l'opération Le Balcon du Port. Par courrier du 5 juillet 2016, Ouest Provence Habitat nous informe qu'elle construit 22 logements en prêt social location accession concernant le projet Le Balcon du Port situé sur notre commune. Pour financer cette opération, elle doit contracter un prêt PSLA auprès du Crédit foncier de France d'un montant de 2 854 327 €. La société Ouest Provence Habitat sollicite la garantie de la commune de Port-Saint-Louis pour le remboursement de 50% des emprunts, soit un montant total de 1 427 163 €. Par ailleurs, une garantie d'emprunt a été accordée par la métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur des 53% restants. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la garantie d'emprunt selon les caractéristiques qui suivent, selon l'article 1, le 2 et le 3, et demande au conseil municipal
d'accorder à son représentant l'autorisation de signer le contrat de prêt en application de la présente délibération, accordant la garantie susvisée. Sur ce rapport, des interventions? Abstention? Vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La modification, et c'est la dernière délibération, pardon, la modification des tarifs des services publics communaux. Monsieur Kézergue. Alors, elle concerne des modifications très moyennes, qui n'étaient pas substantielles, voilà. Concernant le multi-accueil collectif Les Moussaillons, qui ne peut, selon les prescriptions de la CAF, faire un tarif unique de l'heure, mais la tarification de cet accueil doit être calculée selon les revenus de la famille. Ensuite, les commerces ambulants non alimentaires en dehors d'un marché de plein air qui n'étaient pas concernés par un tarif journalier, donc c'est créer ce tarif. La redynamisation de l'école municipale des sports avec le développement de nouvelles activités, donc mise au tarif de ces nouvelles activités. Et enfin, les tarifs municipaux relatifs à la voile qui doivent être complétés en y intégrant les tarifs des licences. Sur ce rapport des interventions, il n'y en a pas. Avis contraire, abstention. Le reste est pour. Le rapport est adopté. Je vous remercie, mes chers collègues, pour la tenue de cette séance et vous donne rendez-vous à nos prochains travaux. Merci beaucoup. La séance est close.